Je n'avais jamais cru aux phénomènes paranormaux. Jamais. J'ai toujours été athée, pragmatique, le genre de personne qui se moque gentiment des gens qui racontent avoir vu des fantômes ou ressenti des présences. Mais ce qui s'est passé dans la cave de ma grand-mère à Pinewood Heights il y a 3 mois a complètement bouleversé ma vision du monde. Ma copine Léa et moi étions venus passer quelques jours chez ma grand-mère pour l'aider à trier ses affaires. Elle envisageait de vendre sa maison, trop grande pour elle maintenant. Nous avions décidé de dormir dans la cave aménagée, un espace assez confortable avec un canapé-lit, une petite salle de bain et quelques vieilles affaires de famille. Rien d'extraordinaire, juste une cave ordinaire, un peu humide peut-être, avec cette odeur caractéristique de vieux livres et de renfermés. Ce soir-là, nous étions épuisés après avoir passé la journée à trier des cartons. Léa s'est endormie presque immédiatement. Je me souviens encore de sa respiration régulière à côté de moi, de la façon dont main reposait sur mon torse. J'avais les yeux ouverts, fixant l'obscurité, incapable de dormir malgré ma fatigue. La pièce était plongée dans le noir total. Vous savez, cette obscurité particulière des sous-sols, où même vos yeux habitués ne distinguent que des formes vagues. Je fixais le plafond depuis peut-être 20 minutes quand c'est arrivé. Sans avertissement, une vague de relaxation extrême m'a submergé. C'était comme si quelqu'un avait injecté un puissant tranquillisant directement dans mes veines. Mon corps entier s'est relâché d'un coup, mais de façon anormale, presque forcée. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas naturel, pas comme quand on s'endort normalement. Puis j'ai commencé à entendre ce bourdonnement. D'abord dans mon oreille gauche, un son grave, répétitif, comme une vibration basse fréquence. Bzzz, 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 régulier, hypnotique. Mon oreille droite a ensuite capté un autre bourdonnement, plus lent, désynchronisé du premier. C'était comme si 2 entités distinctes me parlèrent simultanément dans un langage que je ne comprenais pas. Le bourdonnement dans mon oreille gauche a commencé à s'intensifier, devenant de plus en plus fort, tandis que l'autre restait constant. Plus il s'intensifiait, plus je me sentais relaxé, comme si je flottais. Pourtant, mes yeux étaient grands ouverts, fixés sur l'obscurité. Je n'avais pas peur, pas encore. J'étais juste déconnecté, comme si mon esprit se séparait lentement de mon corps. C'est là que les choses ont pris une tournure que je ne peux toujours pas expliquer rationnellement. Au centre de mon champ de vision, des images ont commencé à apparaître. Pas comme des rêves ou des hallucinations classiques, c'étaient d'autres pièces de la maison de ma grand-mère. Je pouvais voir la cuisine, pâle, floue, comme une silhouette fantomatique. Puis le salon, la chambre de ma grand-mère, la salle à manger. Chaque pièce apparaissait et disparaissait en succession rapide, comme si quelqu'un faisait défiler des diapositives devant mes yeux. Je me souviens de chaque détail avec une précision effrayante. La façon dont la lumière du réfrigérateur semblait briller faiblement dans la vision de la cuisine. La vieille horloge du salon dont les aiguilles ne bougeaient pas. Le lit parfaitement fait dans la chambre de ma grand-mère, alors qu'elle y dormait cette nuit-là. C'était comme si je voyais une version fantôme de la maison, un écho de sa réalité. Et puis, sans transition, l'euphorie s'est transformée en terreur pure. Le changement a été si brutal que j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing émotionnel. L'anxiété m'a submergé comme une vague glacée. Mon cœur battait tellement fort que je pensais qu'il allait exploser dans ma poitrine. Ma respiration est devenue rapide, superficielle. J'étais en pleine crise de panique, mais je ne pouvais pas bouger. Pas un muscle, pas un doigt, rien. La sensation la plus terrifiante a suivi. J'ai senti mon cerveau, pas ma tête, mais l'organe lui-même à l'intérieur de mon crâne, se faire comprimer. C'était comme si une main invisible s'était glissée dans mon crâne et serrait mon cerveau, le comprimait comme une éponge. La douleur était indescriptible, pas comme un mal de tête ou une migraine.
C'était comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'écraser ma conscience elle-même. J'ai voulu crier, appeler Léa qui dormait paisiblement à côté de moi, totalement inconsciente de mon cauchemar éveillé. Mais aucun son ne sortait. J'étais complètement paralysé. J'ai déjà expérimenté des épisodes de paralysie du sommeil auparavant, mais ça, c'était complètement différent. Dans la paralysie du sommeil, je sais que je suis dans mon lit, que c'est juste mon corps qui ne répond pas pendant que mon esprit se réveille. Là, c'était comme si quelque chose d'extérieur à moi prenait le contrôle, m'envahissait. Les hallucinations des pièces continuaient à défiler, mais maintenant avec une composante terrifiante. J'ai commencé à voir des détails qui n'existaient pas. Des ombres qui bougeaient dans les coins. Des objets qui n'étaient pas à leur place. Et le pire, dans chaque vision, il y avait maintenant une silhouette sombre, immobile, tournée vers moi. Toujours au même endroit, toujours dans la même position, comme si elle m'observait à travers ses fenêtres visuelles. La sensation de compression dans mon cerveau s'est intensifiée jusqu'à devenir insupportable. J'avais l'impression que ma tête allait imploser. Les bourdonnements dans mes oreilles sont devenus assourdissants, se transformant en un bruit strident qui ressemblait presque à des mots incompréhensibles. Et puis, aussi soudainement que ça avait commencé, les hallucinations ont cessé. Les images ont disparu. Les bourdonnements se sont tus. Mais j'étais toujours paralysé, toujours prisonnier de mon propre corps. La sensation de compression dans mon cerveau s'est atténuée, mais n'a pas complètement disparu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps n'avait plus aucun sens. J'ai lutté de toutes mes forces mentales pour reprendre le contrôle, me concentrant sur un seul doigt, essayant désespérément de le bouger. J'ai toujours entendu dire que c'était la technique pour sortir d'une paralysie du sommeil, se concentrer sur une petite partie du corps pour reprendre le contrôle. Quand j'ai finalement réussi à bouger mon index droit, c'était comme si une barrière invisible cédait. Le contrôle de mon corps m'est revenu d'un coup, mais pas de façon normale. Mon corps entier s'est mis à trembler violemment, incontrôlablement. Pas comme un frisson de froid ou la secousse d'un cauchemar. C'était comme une convulsion, mes muscles se contractant et se relâchant rapidement sans que je puisse les maîtriser. J'ai réussi à me tourner vers Léa et à la secouer pour la réveiller. Elle s'est redressée, confuse et alarmée par mon état. Elle m'a dit plus tard que mon visage était blanc comme un linge, que mes yeux étaient écarquillés de terreur et que tout mon corps tremblait comme si j'avais une crise. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Les mots ne venaient pas. Comment expliquer l'inexplicable? La seule chose que j'ai réussi à articuler était « On doit sortir d'ici, maintenant ». Je ne pouvais pas rester une minute de plus dans cette cave. Quelque chose y était avec nous, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre, mais dont je pouvais sentir la présence oppressante. Nous avons ramassé nos affaires à la hâte et sommes montés dormir dans le salon. Léa m'a bombardé de questions, mais je n'ai pas pu lui expliquer. Pas cette nuit-là. Comment lui faire comprendre ce que je ne comprenais pas moi-même? Comment lui décrire la sensation de mon cerveau se faisant écraser par une force invisible? Comment lui parler de ces visions de pièces vides où une présence m'observait? Les tremblements ont mis plus d'une heure à s'arrêter complètement. Même après, j'avais l'impression que mon corps n'était plus tout à fait le mien, comme si quelque chose l'avait temporairement habité et avait laissé une empreinte. La sensation de compression dans mon cerveau s'est atténuée, mais n'a pas complètement disparu avant plusieurs jours. Le lendemain matin, j'ai essayé de rationaliser l'expérience. Peut-être une forme particulièrement intense de paralysie du sommeil, une réaction à quelque chose que j'avais mangé ou bu, un problème neurologique temporaire. Aucune explication ne semblait satisfaisante. J'ai fini par raconter l'expérience à Léa, qui m'a écouté sans jugement, mais avec une inquiétude évidente. Elle m'a suggéré de voir un médecin, ce que j'ai fait 2 jours plus tard. Test sanguin, examen neurologique, même un scanner cérébral, tout était normal. Peut-être du stress, a suggéré le médecin avec ce petit sourire condescendant que je déteste. Ma grand-mère,
quand je lui ai finalement parlé de mon expérience, est devenue étrangement silencieuse. Elle m'a regardé longuement avant de me demander exactement où nous dormions dans la cave. Quand je lui ai montré, elle a hoché la tête lentement, comme si je confirmais quelque chose qu'elle savait déjà. Ton grand-père avait l'habitude de dire que cette partie de la maison avait quelque chose de pas normal, m'a-t-elle finalement dit. Il disait qu'il y entendait des voix parfois, quand il y travaillait seul. Je pensais que c'était juste son imagination. Apparemment, la maison avait été construite sur un terrain où se trouvait autrefois une petite clinique psychiatrique, démolie dans les années 50. Ma grand-mère n'en avait jamais parlé parce qu'elle pensait que ce n'était pas important, juste une anecdote sans intérêt. 3 mois ont passé depuis cette nuit et je n'ai jamais revécu une expérience similaire. Mais quelque chose a changé en moi. Je ne peux plus balayer d'un revers de main les récits d'expériences paranormales. Je ne peux plus me moquer gentiment des gens qui disent avoir ressenti des présences inexplicables. Parfois, quand tout est silencieux autour de moi, je crois entendre à nouveau ce bourdonnement à basse fréquence dans mon oreille gauche. C'est fugace, à peine perceptible, mais suffisant pour me glacer le sang. Et parfois, du coin de l'œil, je crois apercevoir ces mêmes silhouettes pâles et floues, ces fenêtres vers un autre espace qui n'existe pas vraiment. Je ne sais toujours pas ce qui s'est produit cette nuit-là. Je ne sais pas si c'était un phénomène paranormal, une manifestation psychologique ou neurologique, ou quelque chose d'autre entièrement. Mais je sais une chose avec certitude. Quelque chose est entré dans mon esprit cette nuit-là, quelque chose qui n'était pas censé y être. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si une partie de cette chose est toujours là, attendant patiemment le bon moment pour se manifester à nouveau. Histoire 2. Je n'ai jamais raconté cette histoire à beaucoup de personnes. Certains me croiraient fou, d'autres penseraient que j'inventais. Mais après toutes ces années, je ressens le besoin de partager ce qui m'est arrivé quand j'étais en CE1. Une expérience qui m'a marqué à vie et qui, même aujourd'hui, à 29 ans, me fait encore allumer une veilleuse dans ma chambre. C'était environ 2 semaines après le décès de ma grand-mère. Elle était très âgée, 96 ans, et avait vécu une vie bien remplie. J'étais très proche d'elle. Chaque fois que j'allais dormir chez elle, elle venait me border dans mon lit et me grattait doucement le dos jusqu'à ce que je m'endorme. C'était notre petit rituel à nous. Quand elle est tombée malade, mon père et moi, on est allés vivre chez elle pour l'aider. Mon père venait de divorcer de ma mère quelques mois plus tôt, et c'était compliqué pour tout le monde. Mon frère aîné avait du mal à accepter la situation et passait beaucoup de temps chez ses copains. Moi, j'étais trop jeune pour vraiment comprendre, mais je sentais bien que tout était différent. Je me souviens parfaitement du jour où ma grand-mère est décédée. J'étais dans sa chambre avec mon père et l'infirmière. Elle respirait de plus en plus lentement, puis d'un coup, plus rien. L'infirmière a vérifié son pouls et a fait un signe de tête à mon père. Je n'ai pas pleuré sur le moment. Je crois que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Après son décès, mon père a décidé qu'on resterait dans sa maison. C'était une vieille bâtisse à la campagne, avec beaucoup de pièces et des planchers qui craquaient. Le genre de maison qui fait des bruits bizarres la nuit, mais que j'aimais bien quand ma grand-mère était là. Maintenant qu'elle était partie, ces bruits me semblaient plus effrayants. La nuit en question, mon frère dormait chez un ami. Il faisait ça souvent depuis le divorce. J'étais seul avec mon père dans cette grande maison. Je me rappelle qu'il faisait particulièrement froid ce soir-là, malgré qu'on était au début du printemps. J'avais du mal à m'endormir dans ma chambre. Les ombres sur le mur me semblaient menaçantes, et chaque craquement me faisait sursauter. Vers 22 heures, je n'en pouvais plus. J'ai pris mon oreiller et ma couverture préférée, celle avec des fusées dessus, et je suis allé dans la chambre de mon père. Il regardait la télé, à moitié endormi. « Papa, je peux dormir avec toi ce soir ? J'arrive pas à dormir. » Il a hoché la tête, sans vraiment faire attention. Il était épuisé. Depuis le décès de grand-mère et le divorce, il travaillait beaucoup et dormait peu. Je me suis installé de son côté du lit où il y avait encore de la place.
et j'ai essayé de me concentrer sur l'émission qu'il regardait. C'était un documentaire sur les animaux, je crois, mais je n'arrivais pas à suivre. Mes pensées partaient dans tous les sens. Mon père s'est endormi rapidement, comme toujours. Il ronflait doucement à côté de moi. Normalement, ça m'aidait à m'endormir, mais pas cette nuit-là. J'étais allongé, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, comme si elle retenait son souffle. Je ne sais pas exactement quelle heure il était quand c'est arrivé. Peut-être minuit, peut-être plus tard. Mais je me souviens parfaitement de ce que j'ai ressenti. Une panique soudaine. Comme si mon corps savait que quelque chose n'allait pas avant même que mon cerveau ne le comprenne. Au début, c'était juste une sensation. Puis j'ai entendu quelque chose, un bruit faible, mais distinct. Des pas. Ils venaient de la chambre de ma grand-mère, au bout du couloir. Mon cœur s'est mis à battre tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je savais qu'on était seuls dans la maison, mon père et moi. Toutes les portes étaient fermées à clé. Mon père avait vérifié avant de se coucher, comme il le faisait toujours. Les pas étaient lents, traînants, exactement comme ceux de ma grand-mère quand elle se déplaçait avec sa canne. Ce son, je l'aurais reconnu entre mille. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais rêvé sa mort, que tout ça n'était qu'un cauchemar et qu'elle était toujours là, dans sa chambre. Mais je savais bien que ce n'était pas possible. J'ai essayé de réveiller mon père. J'ai tiré sur son t-shirt, j'ai chuchoté son nom. Mais il était profondément endormi. Les ronflements continuaient, réguliers, comme si rien d'anormal ne se passait. Les pas se rapprochaient, ils avançaient dans le couloir, lentement, mais sûrement, en direction de notre chambre. Le plancher grinçait exactement aux mêmes endroits que quand ma grand-mère marchait dessus. J'étais paralysé par la peur. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. J'ai fait la seule chose qui me paraissait logique à ce moment-là. Je me suis caché sous la couverture, comme si un simple bout de tissu pouvait me protéger de ce qui approchait. J'ai fermé les yeux si fort que ça me faisait mal, et j'ai retenu ma respiration. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte de la chambre. Il y a eu un silence, puis la poignée a tourné. Lentement, très lentement. Le grincement de la porte qui s'ouvre a semblé durer une éternité. Puis les pas ont repris, cette fois sur le parquet de la chambre. Je tremblais tellement que le lit aurait dû en vibrer, mais mon père ne se réveillait toujours pas. Les pas se sont arrêtés au pied du lit. J'étais toujours sous la couverture, recroquevillé, les yeux fermés, priant pour que tout ça s'arrête. C'est alors que j'ai senti le matelas s'affaisser légèrement, comme si quelqu'un venait de s'asseoir au bout du lit, près de mes pieds. J'ai senti une présence, pas comme quelque chose de menaçant, mais comme une énergie familière. J'ai su, instantanément, et sans l'ombre d'un doute, que c'était ma grand-mère. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais je le savais, c'est tout. Malgré cette certitude, j'étais toujours terrifié. Même si je savais que c'était elle, que c'était la personne qui m'avait tant aimé et protégé, l'idée qu'un esprit soit là, dans la chambre, me glaçait le sang. J'ai senti quelque chose effleurer la couverture, au niveau de mes jambes, comme une main qui se posait doucement. Puis, à travers la couverture, j'ai senti comme des caresses sur mon dos. Le même mouvement, la même pression que quand ma grand-mère me grattait le dos pour m'endormir. La peur était toujours là, mais elle commençait à se mêler à autre chose. Un sentiment étrange de réconfort, comme si une partie de moi reconnaissait ce geste d'amour au-delà de la terreur que j'éprouvais. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça m'a semblé être des heures, mais c'était probablement quelques minutes. Les caresses sur mon dos se sont progressivement arrêtées, et j'ai senti le matelas se redresser quand le poids au bout du lit a disparu. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le courage de sortir de sous la couverture. Juste un peu pour jeter un coup d'œil. La chambre était vide. Aucun signe de ma grand-mère ni de quoi que ce soit d'autre. Mais l'air semblait différent, plus lourd,
comme chargé d'électricité. J'ai finalement réussi à réveiller mon père en le secouant violemment. Il s'est redressé d'un coup, désorienté. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar ?» m'a-t-il demandé, la voix encore ensommeillée. J'ai essayé de lui expliquer ce qui venait de se passer, mais les mots se bousculaient dans ma bouche. Je pleurais. Je tremblais. Il m'a pris dans ses bras et m'a bercé, me répétant que ce n'était qu'un mauvais rêve, que tout allait bien. Mais ce n'était pas un rêve. J'en suis certain aujourd'hui comme j'en étais certain cette nuit-là. Ma grand-mère était venue me voir, peut-être pour me dire au revoir, peut-être pour me rassurer, peut-être simplement parce qu'elle savait que j'avais besoin d'elle. Cette nuit a changé quelque chose en moi. Pendant des années, j'ai eu une peur panique du noir. Je dormais avec une veilleuse jusqu'à l'adolescence, et même maintenant, j'ai toujours besoin d'une source de lumière dans ma chambre. Mais cette expérience m'a aussi apporté une certitude. Il y a quelque chose après la mort. Ma grand-mère n'avait pas complètement disparu. Je n'ai jamais revécu quelque chose de similaire. Pas de nouvelles visites, pas d'autres manifestations paranormales. Mais parfois, quand je suis seul la nuit et que je n'arrive pas à dormir, je sens comme une présence bienveillante dans la pièce. Je ne la vois pas, je ne l'entends pas, mais je la sens. Mon père n'a jamais cru à mon histoire. Pour lui, c'était juste l'imagination d'un enfant traumatisé par la perte de sa grand-mère. Mon frère en a même fait des blagues pendant un temps, avant de comprendre à quel point ça me touchait. Je n'ai pas cherché à les convaincre. Comment le pourrais-je? Je n'ai aucune preuve, juste mon expérience personnelle, mes souvenirs et cette certitude au fond de moi. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit, je ressens toujours un mélange de peur et de réconfort. La peur n'a jamais complètement disparu. Il y a quelque chose de profondément troublant dans l'idée que les frontières entre les vivants et les morts sont plus perméables qu'on ne le pense. Mais il y a aussi cette idée réconfortante que l'amour persiste au-delà de la mort. Ma grand-mère était venue me border une dernière fois. Elle était venue me dire à sa façon que tout irait bien. Et même si cette expérience m'a laissé avec une peur du noir qui persiste encore aujourd'hui, elle m'a aussi donné quelque chose de précieux, l'espoir qu'un jour, quelque part, je reverrai ceux que j'ai aimés et perdus. Je ne saurai probablement jamais avec certitude ce qui s'est passé cette nuit-là. Était-ce vraiment l'esprit de ma grand-mère ou mon cerveau d'enfant qui cherchait désespérément du réconfort après un traumatisme? Je ne peux pas répondre à ces questions, mais je sais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu. Et personne ne pourra jamais me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Histoire 3. Je n'arrive toujours pas à expliquer ce que j'ai vu ce jour-là. 20 ans ont passé. J'ai maintenant 25 ans. Mais les images restent gravées dans ma mémoire comme si c'était hier. Je tremble encore en y repensant. C'était un mercredi après-midi d'été. J'avais 5 ans et je passais la semaine chez ma grand-mère en banlieue de Hartford, Connecticut. Sa maison était cette grande bâtisse victorienne un peu délabrée, avec des volets qui grinçaient et cette odeur particulière de vieux livres et d'encens. Le quartier était parfaitement normal. Des maisons bien entretenues, des jardins soignés, des enfants qui jouaient dans les rues. On était à quelques pas du centre-ville et du parc municipal. Rien à voir avec une forêt isolée ou un endroit où on s'attendrait à croiser des animaux sauvages. Ce jour-là, il faisait chaud et ensoleillé. Je jouais tout seul dans le jardin avant avec mon camion de pompier rouge, celui que mon père m'avait offert pour mon anniversaire. Je me souviens encore du bruit des roues en plastique sur les dalles du chemin. Ma grand-mère était à l'intérieur, probablement dans sa pièce spéciale, comme elle l'appelait. Cette chapelle bizarre, avec des vitraux qu'elle avait aménagés dans l'aile est de la maison. Mes parents ne me laissaient jamais y entrer. C'est l'espace privé de mamie, disait-il, mais je savais qu'il y avait autre chose. J'étais en train de construire une tour avec des cailloux quand j'ai senti comme un frisson dans l'air. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. L'atmosphère a changé d'un coup, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde.
Les oiseaux se sont tus. Le vent s'est arrêté. Je me rappelle avoir levé la tête, intrigué par ce silence soudain. Et c'est là que je l'ai vu. De l'autre côté de la pelouse, près du grand chêne, se tenait un loup. Mais pas un loup ordinaire. Cette bête était énorme, bien plus grande qu'un loup normal. Son pelage était d'un noir profond, si noir qu'il semblait absorber la lumière autour de lui. Il se tenait parfaitement immobile, comme une statue. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce qui me hante encore aujourd'hui, c'était ses yeux. Deux orbes rouges incandescents qui me fixaient, sans ciller. Pas un rouge naturel, mais un rouge comme des braises, comme si quelque chose brûlait à l'intérieur de cette créature. La peur m'a submergé d'un coup. J'ai lâché mon camion qui est tombé sur le côté avec un bruit en plastique qui a résonné de façon absurde dans ce silence oppressant. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient comme du coton. Le loup ne bougeait pas non plus. Il se contentait de me fixer. Je sentais son regard me transpercer, comme s'il voyait à travers moi, comme s'il me connaissait. Puis, quelque chose en moi s'est réveillé. L'instinct de survie peut-être. J'ai pivoté sur mes talons et j'ai couru vers la maison aussi vite que mes petites jambes me le permettaient. Je me souviens du bruit de mes sandales claquant sur l'allée, de ma respiration saccadée, de la sueur froide dans mon dos. J'ai grimpé les marches du perron en trébuchant presque et j'ai ouvert la porte d'entrée à la volée. Je me suis retrouvé dans le hall, haletant, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai crié « Mamie, mamie !» mais il n'y avait pas de réponse. La maison semblait vide. J'entendais juste le tic-tac régulier de la vieille horloge dans le salon. Et puis, bizarrement, la peur a commencé à céder la place à la curiosité, une curiosité malsaine, presque compulsive. Je devais savoir si la bête était encore là. Je devais vérifier que je n'avais pas imaginé cette chose. J'ai compté jusqu'à 15 dans ma tête, comme pour me donner du courage. Puis je me suis approché lentement de la fenêtre qui donnait sur le jardin avant. Ce que j'ai vu, ou plutôt ce que je n'ai pas vu, m'a laissé encore plus perplexe. Le loup avait disparu. Complètement. J'ai scruté chaque recoin du jardin, sous le chêne, près de la haie, derrière la remise. Rien. Il s'était volatilisé, ce qui n'avait aucun sens. Le jardin de ma grand-mère était entièrement clôturé par une haute palissade en bois. La seule sortie était le portail avant, que je pouvais voir clairement depuis la fenêtre. Il était fermé. Il n'y avait aucun moyen pour un animal de cette taille de s'échapper sans que je le voie, surtout en moins de 15 secondes. Je suis resté là, les mains pressées contre la vitre fraîche, essayant de comprendre. C'était un après-midi ordinaire, en plein jour, dans un quartier résidentiel animé. Des voitures passaient dans la rue, j'entendais des enfants jouer quelques maisons plus loin. Comment un loup gigantesque aux yeux rouges pouvait-il apparaître puis disparaître comme ça? Qu'est-ce que tu regardes, mon chéri? La voix de ma grand-mère m'a fait sursauter. Elle se tenait derrière moi, ses mains ridées tenant un livre à la couverture usée. Je ne l'avais pas entendu arriver. Un loup, mamie. Un loup noir avec des yeux rouges. Il était là, juste sous le chêne. Ma grand-mère a plissé les yeux en regardant par la fenêtre, puis son visage a changé. Pas de l'inquiétude ou de la surprise, comme on pourrait s'y attendre. Non, c'était autre chose. De la reconnaissance peut-être, ou de la résignation? Elle a posé une main sur mon épaule et j'ai remarqué qu'elle tremblait légèrement. Il n'y a pas de loup dans cette région, mon petit. Tu as dû voir le chien des voisins. Mais sa voix manquait de conviction, et je n'étais pas dupe. Aucun chien ne ressemblait à ce que j'avais vu. Ma grand-mère a rangé rapidement son livre dans la poche de son tablier et m'a emmené dans la cuisine pour me préparer un chocolat chaud, comme si cela pouvait me faire oublier. Je n'ai plus revu le loup pendant le reste de mon séjour. Mais cette nuit-là, j'ai entendu ma grand-mère dans sa chapelle. Des murmures, des mots dans une langue que je ne connaissais pas. Et une odeur étrange s'est glissée sous ma porte, un mélange d'herbes brûlées,
et de quelque chose de métallique, comme du sang. Le lendemain, mon petit frère Noah est arrivé. Il avait 3 ans à l'époque et mes parents l'ont déposé pour qu'il passe le week-end avec nous. Je ne lui ai pas parlé du loup, je ne voulais pas l'effrayer. La maison de ma grand-mère avait toujours été étrange. Des symboles gravés sur les montants des portes, des sachets d'herbe suspendus aux fenêtres, des livres aux titres incompréhensibles en latin ou dans d'autres langues que je ne pouvais pas lire. Mes parents évitaient de parler des hobbies de mamie, comme ils les appelaient. Mais les autres enfants du quartier appelèrent ma grand-mère la sorcière. Et maintenant, je commençais à comprendre pourquoi. C'est le samedi soir que le deuxième incident s'est produit. Noah et moi avions passé la journée à jouer dans le jardin arrière, sous l'œil vigilant de mamie qui s'activait dans son potager, récoltant des herbes étranges qu'elle faisait sécher en bouquets. À aucun moment je n'ai vu le loup, mais je n'ai pas cessé de scruter les buissons et les ombres, juste au cas où. Le soir venu, après le dîner, nous sommes montés nous coucher. L'escalier de la maison était large et tournant, avec un palier à mi-chemin. Les marches en bois craquaient sous nos pas. Noah me tenait la main. Il n'aimait pas monter seul dans le noir. Nous étions presque arrivés en haut quand c'est arrivé. Une silhouette est apparue sur le côté droit du palier. Grande, enveloppée dans ce qui semblait être une cape ou une robe noire qui ondulait légèrement, comme agitée par un vent que nous ne pouvions pas sentir. Son visage était caché dans l'ombre d'une capuche, mais il n'y avait pas de visage, juste des ténèbres. C'était comme regarder dans un puits sans fond. La silhouette s'est arrêtée en haut des escaliers et a tourné ce qui aurait dû être sa tête vers nous. J'ai senti Noah se raidir à côté de moi. Il l'avait vu aussi. Ce n'était pas mon imagination. Pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, la figure nous a observés. Je ne voyais pas ses yeux, mais je sentais son regard. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, elle s'est déplacée vers la gauche et a disparu dans la chambre d'amis. « Tu l'as vu » ai-je chuchoté à Noah, incapable de détacher mon regard de l'endroit où la silhouette avait disparu. Il a hoché la tête, ses yeux écarquillés de terreur. « Le monstre noir » a-t-il murmuré. D'un commun accord, sans même nous consulter, nous avons fait demi-tour et dévalé les escaliers plus vite que je ne pensais possible. Nous nous sommes précipités dans la cuisine où ma grand-mère lavait la vaisselle, nos mots se bousculant alors que nous essayions de lui expliquer ce que nous avions vu. Elle nous a écoutés calmement, trop calmement, puis elle a essuyé ses mains sur son tablier et s'est agenouillée pour être à notre hauteur. Les vieilles maisons comme celle-ci font parfois des ombres étranges, a-t-elle dit doucement. Ce n'était probablement que la lumière des phares d'une voiture qui passait. Mais il n'y avait pas eu de voiture. Et nous savions tous les deux que ce que nous avions vu n'était pas une ombre. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Cette nuit-là, Noah et moi avons dormi ensemble dans mon lit, trop effrayés pour être seuls. J'ai entendu ma grand-mère monter les escaliers plus tard, s'arrêter devant la chambre d'amis, puis entrer. Il y a eu des murmures, puis le silence. Le lendemain, la porte de cette chambre était fermée à clé, et elle est restée ainsi jusqu'à notre départ. 20 ans ont passé depuis ces incidents, mais je n'ai jamais oublié. Noah non plus. Nous en parlons parfois, confirmant mutuellement que ce n'était pas notre imagination d'enfant qui avait créé ces visions. Ma grand-mère est morte quand j'avais 12 ans. Après ses funérailles, mes parents ont vidé sa maison, jetant ou donnant la plupart de ses affaires. J'ai remarqué qu'ils ont brûlé les livres de la chapelle dans le jardin arrière, et mon père a aspergé les cendres d'eau bénite quand il pensait que personne ne regardait. J'ai hérité de quelques-uns de ces objets, un pendentif en argent gravé de symboles étranges, quelques pierres polies qu'elle gardait sur bureau, et un petit carnet de notes que j'ai trouvé caché dans le double fond d'un tiroir. Le carnet est rempli de symboles et de mots dans cette même langue inconnue que j'avais entendu murmurer cette nuit-là. Je n'ai jamais réussi à le déchiffrer. Je suis retourné à la maison une fois, après qu'elle a été vendue à une nouvelle famille. Je voulais voir si les lieux évoquaient encore quelque chose,
si les présences que nous avions senties étaient toujours là. La chapelle avait été transformée en salle de jeu, les vitraux remplacés par des fenêtres ordinaires. Tout semblait normal, banal même. Mais alors que je partais, j'ai jeté un dernier regard vers le grand chêne dans le jardin avant. Et pendant une fraction de seconde, j'aurais juré avoir vu 2 points rouges luire dans l'ombre de ses branches. Un frisson m'a parcouru l'échine et je me suis éloigné sans me retourner. Je ne sais toujours pas ce qu'étaient ces créatures. Le loup aux yeux rouges et la figure encapuchonnée étaient-elles liées aux pratiques de ma grand-mère, des gardiens, des manifestations ou quelque chose de plus sinistre? Ce dont je suis certain, c'est que ces rencontres n'étaient pas le fruit de mon imagination. Elles étaient réelles, aussi réelles que les cauchemars qui me réveillent encore parfois, où 2 yeux rouges me fixent dans l'obscurité et une silhouette encapuchonnée se tient au pied de mon lit, attendant. Je ne saurai probablement jamais la vérité sur ce qui s'est passé dans cette vieille maison du Connecticut. Mais une part de moi se demande si ces créatures me surveillent encore, attendant patiemment que je découvre ce que ma grand-mère savait. Et parfois, quand je suis seul la nuit et que le vent souffle dans les arbres, je jure que j'entends un hurlement lointain qui ne ressemble à aucun animal que je connaisse. Histoire 4. Je ne sais pas vraiment par où commencer. CA fait maintenant 4 ans, mais j'y pense encore presque tous les jours. J'avais 14 ans quand c'est arrivé. Je n'en ai jamais parlé à personne, même pas à mon père qui était avec moi ce soir-là. Je crois qu'il ne me croirait pas de toute façon. C'était pendant l'été 2019. Mon père venait de se séparer de ma mère et il a décidé qu'on devait faire un road trip père-fils pour se changer les idées. Il avait un cousin qui habitait quelque part dans l'Ohio et on devait y passer quelques jours. On est parti de Floride dans sa vieille Honda et au lieu de prendre l'autoroute principale, mon père voulait voir l'Amérique réelle comme il disait. Donc on a pris des routes secondaires à travers la Géorgie, puis le Tennessee et enfin le Kentucky. Ce jour-là, on avait roulé pendant presque 12 heures. Mon père n'avait pas vraiment planifié notre itinéraire et on s'est retrouvé dans une zone super isolée du Kentucky rural. Je me souviens qu'il commençait à faire nuit. Il devait être entre 20h et 21h. On n'avait plus beaucoup d'essence et mon père commençait à s'inquiéter. Moi, j'étais juste fatigué d'être assis toute la journée et je voulais me dégourdir les jambes. On a fini par trouver une petite station-service au milieu de nulle part. C'était un de ces endroits qui semblent figés dans le temps, vous voyez. Les pompes avaient l'air d'avoir 40 ans et la boutique était éclairée par ces néons qui grésillaient. Je me souviens du nom, Hardin's Gas and Goods. À l'intérieur, il y avait un vieil homme derrière le comptoir qui nous a à peine regardés quand on est entré. Mon père a acheté de l'essence, quelques sandwichs, des sodas et des chips pour notre dîner. Quand mon père a demandé s'il y avait un motel dans le coin, le vieux a juste secoué la tête et dit qu'il faudrait faire encore 70 km pour trouver quelque chose. Mon père était épuisé après avoir conduit toute la journée. Alors il a décidé qu'on dormirait dans la voiture sur une aire de repos qu'on avait dépassée quelques kilomètres plus tôt. On est retourné à cette aire de repos. C'était vraiment basique. Quelques tables de pique-nique défraîchies, des toilettes qui sentaient l'urine et les produits chimiques, et un parking vide, à part un camion dont le chauffeur dormait probablement déjà. On a mangé nos sandwichs en silence, puis mon père a incliné son siège et m'a dit de faire pareil. Essaie de dormir, Miguel. Demain, on sera chez Steve. J'ai essayé, vraiment. Mais mon père s'est mis à ronfler presque immédiatement. Et moi, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Il faisait chaud et humide dans la voiture, même avec les fenêtres entr'ouvertes. Et puis, il y avait cette ambiance. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si l'air était épais, lourd. Je me sentais observé, mais je me disais que c'était juste mon imagination. Vers 23 heures, je n'en pouvais plus. J'étouffais dans cette voiture. J'ai vérifié que mon père dormait profondément, puis j'ai doucement ouvert la portière pour sortir. L'air frais m'a fait du bien, même s'il était encore chaud. La nuit était claire, avec une lune presque pleine qui éclairait bien les alentours.
J'ai fait quelques pas sur le parking, juste pour me dégourdir les jambes. C'est là que je l'ai remarqué. De l'autre côté de la route, il y avait un immense champ de maïs. Ça peut sembler banal pour certains, mais ayant grandi en ville, je n'avais jamais vu de champ de maïs en vrai, seulement dans des films ou à la télé. Les plants devaient faire presque 2 mètres de haut, et ils ondulaient légèrement avec la brise nocturne. J'étais fasciné. Sans vraiment réfléchir, j'ai traversé la route déserte pour m'approcher. Il n'y avait pas de trafic à cette heure dans ce coin perdu. En m'approchant du bord du champ, j'ai ressenti un frisson, comme si quelqu'un me fixait intensément. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Juste le camionneur qui dormait dans son véhicule et mon père dans notre voiture. J'ai mis cette sensation sur le compte de la solitude et de l'obscurité. Je me suis approché du champ et j'ai touché les feuilles de maïs. Elles étaient rugueuses, plus dures que ce que j'imaginais. Je me suis aventuré un peu entre les rangées, juste assez pour dire que je l'avais fait. C'était étrange d'être entouré par ces plantes plus grandes que moi. Elles semblaient chuchoter entre elles quand le vent les faisait bouger. En sortant du champ, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Au-delà du champ de maïs, peut-être à 200 mètres, il y avait une grande grange blanche avec des bandes colorées peintes sur les côtés. Dans la lumière de la lune, elle semblait presque luire. Je me suis demandé pourquoi quelqu'un peindrait une grange avec des couleurs aussi vives, surtout ici, au milieu de nulle part. J'aurais dû retourner à la voiture, j'aurais vraiment dû. Mais à 14 ans, on n'est pas connu pour prendre les meilleures décisions, n'est-ce pas? J'étais curieux. Et puis, ce n'était qu'une grange. Non. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? J'ai longé le champ de maïs plutôt que de le traverser, suivant un petit chemin de terre qui semblait mener vers la grange. Plus je m'approchais, plus je distinguais les détails. Ce n'étaient pas juste des bandes colorées, mais des motifs complexes, des espèces de symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Ils ne ressemblaient à rien de connu, ni à des lettres, ni à des chiffres, ni à des dessins d'animaux ou de plantes. Juste des formes géométriques étranges qui semblaient, je ne sais pas, vibrer presque, comme si elles bougeaient légèrement quand on ne les regardait pas directement. À environ 50 mètres de la grange, j'ai ralenti. La sensation d'être observé était revenue, beaucoup plus forte cette fois. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal d'être nerveux seul dans un endroit inconnu au milieu de la nuit. Mais quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mes tripes. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Quelque chose dépassait du coin de la grange. Au début, dans la pénombre, j'ai cru que c'était une cloche ou un objet rond accroché au mur. Mais quand j'ai plissé les yeux pour mieux voir, j'ai réalisé que c'était une tête. Une tête qui me regardait. Je me suis figé sur place. La tête ne bougeait pas non plus. On s'observait mutuellement, à distance. J'ai pensé que c'était peut-être le propriétaire de la grange qui avait entendu du bruit. J'allais lever la main pour faire signe que je ne voulais pas causer de problème quand la tête s'est avancée un peu plus. Ce n'était pas humain. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ce n'était pas humain. La forme était vaguement celle d'une tête, mais les proportions étaient complètement fausses. Elle était trop grande, trop allongée sur les côtés, et il n'y avait pas de cou visible, comme si la tête était directement posée sur des épaules. J'étais pétrifié, complètement incapable de bouger. Mon cerveau essayait désespérément de donner un sens à ce que je voyais. Un masque? Un épouvantail? Une décoration bizarre? Puis la chose est sortie complètement de derrière la grange. Je pouvais maintenant voir sa silhouette entière dans la lumière de la lune. C'était immense. Je mesurais environ 1,65 m à l'époque, et cette chose devait faire au moins 2,30 m, peut-être 2,50 m. Ses proportions étaient toutes distordues, des bras trop longs qui pendaient presque jusqu'au sol, un torse étroit, des jambes qui semblaient être pliées dans le mauvais sens, comme celles d'un animal. Mais le pire, c'était son visage. Dans la faible lumière, je ne pouvais pas distinguer clairement les détails,
et j'en suis reconnaissant. Ce que j'ai pu voir, c'est que ses yeux étaient trop grands et placés sur les côtés de la tête plutôt qu'à l'avant. Ils reflétaient la lumière de la lune comme ceux d'un animal nocturne. Il n'y avait pas de nez visible, juste deux fentes, et sa bouche semblait s'étendre d'un côté à l'autre de son visage. La chose m'a regardé pendant ce qui a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Puis elle a fait un pas vers moi. Ce n'était pas un mouvement naturel, c'était saccadé, comme si elle n'était pas habituée à marcher. J'étais toujours paralysé par la peur, incapable de crier, incapable de courir. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification quelconque. Ce petit buzz contre ma jambe a brisé ma paralysie. Je me suis retourné et j'ai couru. Plus vite que je n'ai jamais couru de ma vie, à travers le chemin de terre, le long du champ de maïs, traversant la route sans même regarder. Je sentais que la chose me suivait. Je n'ai pas osé regarder en arrière, mais je pouvais presque sentir sa présence derrière moi, se rapprochant. J'entendais un bruit étrange aussi, pas des pas, mais plutôt un son glissant, frottant contre le sol. J'ai atteint la voiture, ouvert la portière et me suis jeté à l'intérieur. J'ai verrouillé immédiatement, haletant, tremblant de tout mon corps. Mon père ronflait toujours, complètement inconscient de ce qui venait de se passer. J'ai regardé par la fenêtre, m'attendant à voir la créature traverser la route à ma poursuite. Mais il n'y avait rien. Juste la route vide, le champ de maïs au loin, et la grange blanche à peine visible dans l'obscurité. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, scrutant les alentours, sursautant au moindre bruit. Quand l'aube est finalement arrivée, j'étais épuisé mais soulagé. Mon père s'est réveillé, s'est étiré, et m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai menti, disant que oui. Pendant qu'il utilisait les toilettes de l'aire de repos, j'ai regardé de l'autre côté de la route. Le champ de maïs était bien là. Mais là où j'avais vu la grange blanche avec les bandes colorées, il n'y avait rien. Juste plus de champ qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Je me suis convaincu que j'avais du mal voir à cause de la fatigue et de l'obscurité. Que la grange était peut-être cachée derrière une colline ou des arbres que je ne pouvais pas distinguer la nuit. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose ne collait pas. On est reparti peu après. Mon père a remarqué que j'étais silencieux, mais il l'a mis sur le compte de la fatigue. Je n'ai jamais mentionné ce que j'avais vu. Comment aurais-je pu? Et papa, pendant que tu dormais, je suis allé explorer et j'ai vu un monstre géant près d'une grange qui a disparu au matin. Il m'aurait fait consulter un psychiatre. Ça fait 4 ans maintenant. Et je n'ai jamais oublié cette nuit. J'ai essayé de rationaliser, de me convaincre que c'était un rêve ou une hallucination due à la fatigue. Mais je sais ce que j'ai vu. Je n'avais pas bu, pas pris de drogue. Je n'étais pas particulièrement fatigué. J'étais pleinement conscient et alerte. Depuis, j'ai fait des recherches sur les phénomènes paranormaux dans le Kentucky rural. J'ai trouvé quelques récits similaires, des témoignages de personnes ayant vu des créatures étranges, des bâtiments qui apparaissent et disparaissent, des symboles inexplicables, mais rien qui corresponde exactement à mon expérience. Ce qui me hante le plus, c'est la question: qu'est-ce qui se serait passé si mon téléphone n'avait pas vibré à ce moment précis? Si j'étais resté paralysé quelques secondes de plus? Est-ce que la chose m'aurait atteint et qu'aurait-elle fait? Je ne retournerai jamais dans le Kentucky rural et je ne me promène plus jamais seul la nuit, peu importe où je suis. Parce que maintenant je sais qu'il y a des choses qui se cachent dans les recoins isolés de l'Amérique. Des choses qui ne devraient pas exister, mais qui existent quand même. Et elles nous observent, attendant que nous nous aventurions trop loin de la sécurité. Histoire 5. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai hésité longtemps avant de partager ce qui m'arrive, mais j'ai besoin d'en parler à des gens qui ne me jugeront pas immédiatement comme folle. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire, ou peut-être que quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce qui se passe. Je m'appelle Rebecca, j'ai 24 ans, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, quelque chose ou quelqu'un se fait passer pour moi.
et pas de manière abstraite ou métaphorique. Littéralement. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais encore petite. Ma mère venait me border, comme tous les soirs. Je me souviens qu'elle avait l'air préoccupée. « Rebecca » m'a-t-elle demandé. « Tu m'as appelé tout à l'heure » J'ai secoué la tête. Je n'avais appelé personne. « Tu es sûre ?» J'ai clairement entendu ta voix depuis l'étage. Tu disais « Viens ici, maman ». Je lui ai juré que je n'avais rien dit, que j'étais resté dans mon lit. Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien ajouté. Au début, c'était juste ça, des petits incidents isolés. Ma mère ou ma grand-mère qui m'entendait les appelait alors que j'étais occupé ailleurs. Ma grand-mère, qui vivait avec nous, était particulièrement affectée. Elle me jurait qu'elle m'entendait l'appeler depuis différentes pièces de la maison, alors que j'étais tranquillement en train de lire ou de regarder la télé. J'ai toujours mis ça sur le compte de son âge avancé, de son imagination, ou simplement des bruits normaux d'une vieille maison. Mais un jour, ma mère est venue me voir, avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de peur et de confusion. « Rebecca, je viens de te voir dans le couloir. Je t'ai suivi jusqu'à ta chambre, mais quand j'y suis entré, tu n'y étais pas. » À ce moment-là, j'étais dans le jardin. Je n'étais pas entré dans la maison depuis au moins 1 heure. J'ai grandi en me disant que ce n'était rien, que ma famille était juste un peu trop imaginative. Je me disais que toutes les familles avaient leurs petites bizarreries. La nôtre, c'était ça. Jusqu'à ce que Trey me raconte. Trey était mon meilleur ami au lycée. Un gars rationnel, terre à terre, qui se moquait toujours des histoires de fantômes et de paranormal. On traînait souvent chez moi après les cours. Mais à un moment donné, il a commencé à refuser catégoriquement d'aller dans notre sous-sol. J'ai toujours cru que c'était parce qu'il le trouvait trop froid ou trop sombre. Ce n'est que l'année dernière, quand on s'est retrouvés pour boire un verre, qu'il m'a enfin avoué la vérité. Il était visiblement mal à l'aise, triturant son verre, évitant mon regard. Tu te souviens de cette fois où on regardait un film dans ton sous-sol? Tu t'étais endormi sur le canapé? J'ai hoché la tête. Je me souvenais vaguement de cette soirée, même si c'était il y a presque 10 ans. Eh bien, a-t-il continué, la voix légèrement tremblante. Pendant que tu dormais, j'ai entendu quelqu'un m'appeler depuis le haut des escaliers. C'était ta voix, Rebecca. Tu disais « Viens ici, Trey ». J'ai levé les yeux et je t'ai vu. Ton visage, tes cheveux, tes vêtements. Tout. Sauf que tu étais aussi endormi à côté de moi sur le canapé. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était plus ma famille imaginative, c'était Trey. Rationnel, sceptique Trey. Qu'est-ce que tu as fait? Ai-je demandé, la gorge sèche. J'ai paniqué. Je t'ai secoué pour te réveiller. Quand j'ai regardé à nouveau vers les escaliers, il n'y avait plus rien. Mais je n'ai jamais pu me résoudre à retourner dans ce sous-sol. Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Toutes ces années, j'avais rejeté les expériences de ma famille comme des produits de leur imagination. Mais maintenant, c'était comme si un voile se levait, révélant une réalité terrifiante que j'avais toujours refusé de voir. Et puis, il y a eu Josh, mon colocataire actuel. Josh et moi partageons un appartement depuis environ 6 mois. On s'entend bien, même si on ne se connaissait pas avant d'emménager ensemble. Il y a 3 semaines, nous sommes allés rendre visite à ses parents pour le week-end. Ils ont une grande maison avec une chambre d'amis au sous-sol, où Josh dormait quand il vivait encore chez eux. Le premier soir, Josh m'a proposé de prendre sa chambre au sous-sol, pendant qu'il dormirait sur le canapé du salon. J'ai accepté, fatigué après le long trajet en voiture. Je me suis installé, j'ai déballé quelques affaires, puis je me suis allongé sur le lit pour regarder une série sur mon téléphone. Environ 1 heure plus tard, Josh est descendu, l'air confus. « Comment t'as fait pour monter et redescendre si vite ?» m'a-t-il demandé. J'ai froncé les sourcils. « De quoi tu parles? Je n'ai pas bougé d'ici. » Son visage a changé, une expression d'incrédulité, puis d'inquiétude. « J'étais allé chercher quelque chose dans ma voiture, » a-t-il expliqué lentement. « Et je t'ai vu à la fenêtre de la porte du garage. Tu passais ta tête d'un côté puis de l'autre, comme si tu voulais me faire peur. »
Tu portais exactement les mêmes vêtements que maintenant. Mon sang s'est glacé. Josh, je te jure que je n'ai pas quitté cette chambre. Il m'a regardé, puis a ri nerveusement. Tu me fais marcher, c'est ça? C'était bien toi. Mais il a vu mon expression et a compris que je ne plaisantais pas. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une ambiance étrange, tendue. On a fait comme si de rien n'était, mais je voyais bien que Josh était perturbé. Le lendemain matin, pendant que je prenais ma douche, j'ai entendu Josh parler avec sa mère dans la cuisine. Elle lui demandait pourquoi j'étais sorti si tôt dans le jardin. Josh a répondu que j'étais sous la douche depuis 20 minutes. Quand je suis descendu, sa mère m'a regardé bizarrement. « Je t'ai vu dans le jardin il y a quelques minutes », m'a-t-elle dit. « Tu portais un pull rouge. » Le pull rouge que j'avais prévu de mettre ce jour-là était encore dans mon sac, au sous-sol. Après ce week-end, Josh a commencé à agir différemment avec moi. Plus distant, plus méfiant. Une semaine plus tard, il m'a confronté. « Rebecca, il s'est passé quelque chose de bizarre l'autre jour », a-t-il commencé, visiblement mal à l'aise. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu ta voix m'appeler depuis la cuisine. Quand j'y suis allé, il n'y avait personne. Et quand je suis revenu dans le couloir, je t'ai vu entrer dans la salle de bain. J'ai frappé à la porte quelques minutes plus tard, mais tu n'y étais pas. Tu étais sorti faire les courses. J'ai senti une boule se former dans mon estomac. C'était en train de recommencer. Mais cette fois, je ne pouvais plus nier ou ignorer. J'ai tout raconté à Josh, les incidents avec ma mère, ma grand-mère, Trey, et maintenant lui. Il m'a écouté en silence, son visage passant de l'incrédulité à la préoccupation. « Tu crois que c'est quoi exactement ?» m'a-t-il demandé. « Je ne sais pas, ai-je admis. Un fantôme, un double, une sorte d'entité qui me copie? Ça me suit depuis l'enfance, peu importe où je vais. » Je ne lui ai pas dit à quel point cette idée me terrifiait. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, pour mon identité? Si quelque chose pouvait parfaitement me copier, ma voix, mon apparence, mes vêtements, qu'est-ce qui me rendait unique? Qu'est-ce qui me rendait réel? J'ai commencé à faire des recherches, désespéré de trouver une explication. J'ai découvert des légendes sur des mimiques, des doppelgangers, des esprits qui prennent l'apparence des vivants. Dans certaines cultures, voir son propre double est un présage de mort. Dans d'autres, c'est un signe que votre âme est fragmentée. Mais aucune de ces explications ne semblait correspondre exactement à ce que je vivais. Cette chose ne me ressemblait pas simplement. Elle agissait comme moi, parlait comme moi, s'habillait comme moi. Et elle ne se montrait jamais à moi directement, seulement aux autres. Puis, hier, tout a basculé. J'étais seul à l'appartement. Josh était parti pour le week-end voir des amis. Je travaillais sur mon ordinateur dans le salon quand j'ai entendu un bruit venant de ma chambre. Comme si quelqu'un marchait. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être Josh qui était rentré plus tôt que prévu. Mais il ne m'avait pas prévenu. « Josh ?» ai-je appelé. Pas de réponse. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais les bruits ont continué. Des pas, légers mais distincts. Puis le son de mon placard qui s'ouvrait. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Quelqu'un était dans ma chambre. J'ai attrapé mon téléphone, prête à appeler la police. Puis j'ai entendu ma voix. Ma propre voix, venant de ma chambre, qui appelait. « Josh, tu es rentré ?» J'ai failli lâcher mon téléphone. C'était exactement ma voix. Pas une imitation. Pas un enregistrement. Ma voix. Paralysé par la peur, je suis resté figé sur le canapé. Les pas se sont rapprochés du couloir. Je pouvais les entendre distinctement maintenant, se dirigeant vers le salon. Vers moi. J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément une issue, une arme, n'importe quoi. Mais mon corps refusait de bouger. Et puis, elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Moi, exactement, moi. Mes cheveux bruns ondulés, mes yeux verts, même la petite cicatrice sur mon menton que j'ai depuis mes 8 ans. Elle portait les mêmes vêtements que moi, un t-shirt gris et un jean noir. Elle me regardait avec une expression neutre, presque curieuse.
C'était comme regarder dans un miroir, sauf que ce reflet bougeait indépendamment de moi. Elle a incliné légèrement la tête, m'observant. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre. Chaque pas résonnait dans le silence de l'appartement. Je pouvais entendre sa respiration, ma respiration. Elle s'est arrêtée à environ 2 mètres de moi. « Qui es-tu » ai-je finalement réussi à articuler, ma voix à peine audible. Elle n'a pas répondu. Elle a juste continué à me fixer avec cette expression indéchiffrable. Puis, lentement, un sourire s'est formé sur son visage. Mon sourire. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans ce sourire. Quelque chose qui n'était pas humain. Elle a ouvert la bouche et j'ai entendu ma voix en sortir. Je suis toi, Rebecca. Je l'ai toujours été. Chaque syllabe était parfaitement identique à ma façon de parler. Même l'intonation, les petites pauses entre les mots. C'était ma voix, sans aucun doute possible. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé tremblante. Elle a penché la tête de l'autre côté, comme si ma question l'intriguait. « Ce que je veux » elle a répété, presque amusée. « Je veux ce que tu as. Je veux être toi. » Un frisson glacial m'a parcouru. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Son sourire s'est élargi. Parce que tu m'as laissé entrer, Rebecca. Il y a longtemps. Tu ne t'en souviens pas? Des images floues ont traversé mon esprit. Une nuit d'été, quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Une silhouette à ma fenêtre. Moi, curieuse, ouvrant la fenêtre pour voir qui c'était. Un chuchotement. Laisse-moi entrer. Je veux juste jouer. Était-ce un souvenir réel ou juste mon imagination surexcitée par la peur? Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Tu n'as pas besoin de comprendre, a-t-elle répondu. Tu as juste besoin de me regarder devenir toi. Elle a fait un autre pas vers moi. J'ai senti une pression étrange dans ma poitrine, comme si quelque chose essayait de s'arracher de moi. J'ai voulu me lever, courir, mais mon corps semblait peser une tonne. « Arrête !» ai-je supplié. « S'il te plaît, arrête !» Elle s'est arrêtée, mais son sourire est resté. « Pas aujourd'hui alors » a-t-elle dit doucement. « Mais bientôt. Je suis patiente, Rebecca. J'attends depuis si longtemps. » Puis elle a reculé, pas à pas, jusqu'à disparaître dans le couloir. J'ai entendu ses pas s'éloigner, puis le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait. Je suis resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Quand j'ai finalement trouvé la force de me lever, j'ai vérifié tout l'appartement. Il n'y avait personne. Aucun signe qu'elle avait été là, à part cette sensation persistante de violation, comme si quelque chose de fondamental en moi avait été altéré. J'ai appelé Josh immédiatement, mais il n'a pas répondu. J'ai laissé un message incohérent, lui demandant de me rappeler dès que possible. Puis j'ai appelé Trey, qui a écouté mon histoire en silence. « Tu dois quitter cet appartement » m'a-t-il dit fermement. « Viens chez moi, maintenant. » J'ai passé la nuit chez lui, mais je n'ai pas fermé l'œil. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'elle avait dit. « Je veux être toi. » Qu'est-ce que ça signifiait exactement? Et comment pouvais-je l'arrêter? Ce matin, Josh m'a finalement rappelé. Sa voix était étrange, distante. « Rebecca, j'ai eu ton message, ça va ?» « Non, ça ne va pas, » ai-je répondu. « Il s'est passé quelque chose de terrible hier, je dois te parler en personne. » Il y a eu un long silence. Puis, « Rebecca, de quoi tu parles? Tu m'as appelé hier soir pour me dire que tout allait bien. Tu m'as dit que tu avais juste eu une mauvaise journée, mais que c'était passé. » Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas moi, Josh. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'était ta voix, ton numéro. Tu m'as même parlé de cette recette qu'on avait essayée la semaine dernière. J'ai fermé les yeux, terrifié. Josh, écoute-moi. Ce n'était pas moi. C'était autre chose. Quelque chose qui me ressemble, qui parle comme moi, mais qui n'est pas moi. Il y a eu un autre silence. Je pouvais presque sentir son scepticisme à travers le téléphone. Josh, je te jure que je dis la vérité. Cette chose, elle est réelle.
Elle veut prendre ma place. Je ne sais pas quoi dire, Rebecca. Tu me fais peur. J'ai peur aussi, ai-je admis. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis toujours chétré au moment où j'écris ceci. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Cette chose me suivra partout, je le sais. Elle fait partie de moi d'une certaine façon, liée à moi par quelque chose que je ne comprends pas. Ce qui me terrifie le plus, c'est que personne ne pourrait faire la différence entre elle et moi. Pas même mes proches, elle pourrait prendre ma place, et personne ne le saurait jamais. Je me demande combien de temps il me reste avant qu'elle ne revienne, avant qu'elle ne termine ce qu'elle a commencé. Et je me demande si, quelque part, il y a d'autres personnes comme moi, d'autres personnes qui vivent avec leur propre double, attendant patiemment de les remplacer. Si vous lisez ceci et que vous avez des réponses, n'importe quoi qui pourrait m'aider, je vous en supplie, faites-le moi savoir, parce que je sens que le temps me manque, et je ne sais pas comment l'arrêter. Histoire 6. Je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Quand j'y repense, j'ai encore des frissons qui me parcourent l'échine. Mon mari Mark et moi pensions avoir fait une bonne affaire en achetant cette maison à Pinewood pour 200 000 $. C'était un prix dérisoire pour le Texas rural, mais maintenant je comprends pourquoi. Nous étions tellement excités le jour du déménagement. Après des années d'économie, nous avions enfin notre propre maison, avec un jardin pour notre fils et notre chien. La propriété était magnifique, un peu isolée mais pas trop, exactement ce que nous recherchions. L'agent immobilier semblait pressé de conclure la vente, mais à l'époque, nous pensions qu'il voulait juste sa commission rapidement. Je suis arrivé la première à la maison ce jour-là. Mark devait finir quelques papiers et m'a dit qu'il me rejoindrait plus tard avec notre fils. J'étais donc seul quand le camion de déménagement est arrivé. Les déménageurs ont commencé à décharger nos affaires pendant que j'organisais les pièces. Je me souviens avoir ressenti une étrange sensation dès que j'ai mis les pieds dans la maison vide, comme si quelqu'un m'observait. L'air était lourd, malgré les fenêtres ouvertes. Une odeur persistante de produits chimiques flottait partout. J'ai supposé que c'était dû au nettoyage avant notre arrivée, mais c'était trop fort, presque comme si on essayait de masquer autre chose. Vers midi, j'étais dans le salon à diriger les déménageurs quand j'ai senti un courant d'air froid me traverser. La maison était chaude, c'était l'été au Texas, mais ce courant d'air était glacial. J'ai eu un moment d'agacement et, sans réfléchir, j'ai dit à voix haute « C'est ma maison maintenant. Vous devez partir. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être une intuition. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait sursauter. La porte d'entrée s'est ouverte toute seule, lentement, avec un grincement. Pas violemment, pas comme si elle avait été poussée par le vent. Non, elle s'est ouverte délibérément, comme si quelqu'un l'ouvrait. J'ai couru pour la fermer, me disant que je l'avais mal fermée ou que c'était un courant d'air. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Les déménageurs n'ont rien remarqué, trop occupés à porter nos meubles. J'ai essayé de me calmer, me disant que c'était juste mon imagination, que j'étais stressé par le déménagement. Mark est arrivé vers 15 h avec notre petit garçon de 2 ans et notre labrador, Rusty. Dès son entrée, Rusty s'est mis à renifler partout, ce qui n'était pas inhabituel, mais il semblait nerveux, presque méfiant. Notre fils, lui, était excité de découvrir sa nouvelle chambre. La journée s'est terminée par un dîner de pizza sur des cartons, au milieu des meubles pas encore installés. Nous étions fatigués mais heureux. Je n'ai pas mentionné l'incident de la porte à Mark, ne voulant pas gâcher notre première soirée. Notre première nuit a été étrange. Nous avons couché notre fils vers 20 h, puis nous nous sommes installés dans notre chambre pour regarder Netflix sur l'ordinateur portable. Vers 22 h, nous avons entendu un bruit fort venant de la salle de bain, comme un impact. Mark s'est levé pour vérifier, mais n'a rien trouvé d'anormal. Nous avons mis ça sur le compte des bruits d'une nouvelle maison qui nous était encore inconnue. Vers minuit, alors que nous dormions, Rusty s'est mis à grogner. Ce n'était pas son comportement habituel. C'est un chien calme qui aboie rarement.
Marc s'est réveillé et a allumé la lampe de chevet. Rusty fixait la porte de notre chambre, le poil hérissé. Marc a vérifié la maison, mais n'a rien trouvé d'inhabituel. Rusty a fini par se calmer, mais il est resté alerte toute la nuit, couché au pied de notre lit. Le lendemain matin, en entrant dans la salle de bain, j'ai découvert tous les jouets de bain de notre fils dans la baignoire. Ils étaient rangés dans un panier sur une étagère la veille. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être été mal placés et étaient tombés pendant la nuit. C'était l'explication la plus logique pour le bruit que nous avions entendu. Au petit déjeuner, notre Echo Dot s'est activée toute seule. « Je suis désolé, je n'ai pas compris votre question », a dit Alexa. Personne n'avait parlé. Marc et moi nous sommes regardés, perplexes. Nous avons mis ça sur le compte d'un bug technique. La journée s'est déroulée normalement, occupée par le déballage des cartons. C'est en fin d'après-midi que les choses ont recommencé à devenir étranges. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu notre fils rire aux éclats dans sa chambre. Son rire était si fort, si hystérique, que je suis allé voir. Il faisait sa sieste et dormait profondément. Mais son visage affichait un large sourire et il gloussait dans son sommeil. C'était adorable, mais aussi un peu déconcertant. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Marc s'est levé, méfiant, et a regardé par le Judas. Personne. Il a ouvert la porte et a vérifié le porche et les alentours de la maison. Rien. Nous avons mis ça sur le compte d'un court-circuit ou d'une blague de gamin du quartier. Les jours suivants ont apporté leur lot d'incidents inexplicables. Netflix qui se met en pause tout seul. Des interrupteurs qui ne fonctionnent pas correctement. Une couverture king size disparue sans laisser de traces malgré des recherches minutieuses dans toute la maison. Et puis il y avait ces ululements de hibou la nuit, juste devant nos fenêtres, que nos voisins disaient ne jamais entendre. Une semaine après notre emménagement, j'ai décidé de rencontrer les voisins pour en savoir plus sur le quartier. C'est là que j'ai appris la vérité sur notre maison. Madame Rodriguez, une dame âgée qui vivait 2 maisons plus loin, m'a regardé avec un mélange de pitié et de curiosité. « Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, sentant mon estomac se nouer. Les anciens propriétaires, les Millers, un couple de personnes âgées. Ils sont morts dans cette maison, tous les deux. On ne les a découverts que 3 semaines plus tard, quand leur fils est venu leur rendre visite. J'ai senti mon sang se glacer. Personne ne nous avait parlé de ça. Comment sont-ils morts? Ai-je demandé, la gorge serrée. On pense que c'était une intoxication au monoxyde de carbone. Leur conduit de cheminée était rouillé et fermé, mais personne n'en est sûr. C'était l'hiver dernier. Je suis rentré à la maison, bouleversé. J'ai immédiatement appelé notre agent immobilier pour lui demander pourquoi cette information ne nous avait pas été communiquée. Il m'a expliqué que la loi du Texas n'exige la divulgation que des meurtres ou des suicides, pas des morts naturelles. La famille avait utilisé l'argent de l'assurance pour nettoyer et désinfecter la propriété avant de la mettre en vente. Quand j'ai raconté tout ça à Marc, il était aussi choqué que moi. Mais il a essayé de rationaliser la situation. Ce sont des morts naturelles, Sarah. Ce n'est pas comme si la maison était hantée ou quelque chose comme ça. Mais je n'en étais pas si sûr. Les incidents étranges continuaient. Un soir, alors que je prenais un bain, j'ai distinctement senti quelqu'un s'asseoir sur le bord de la baignoire. J'ai ouvert les yeux, pensant que c'était Marc, mais il n'y avait personne. J'ai même vu l'empreinte sur le tapis de bain, comme si quelqu'un venait de se lever. Notre fils a commencé à parler à des amis imaginaires. Ce n'est pas rare chez les enfants de son âge, mais la façon dont il décrivait ses amis était troublante. « Le monsieur et la dame qui dorment », disait-il. Quand je lui demandais où il dormait, il pointait toujours vers le placard de notre chambre. Nous avons fait venir un électricien pour les problèmes électriques. Il a remplacé plusieurs interrupteurs et a même installé un nouveau panneau. Mais les problèmes persistaient, les lumières clignotaient, les appareils s'allumaient et s'éteignaient tout seuls. Pour Thanksgiving, nous avons invité la famille de Marc. Son frère Thomas, un éternel sceptique, nous a fait remarquer que nous étions paranoïaques.
Mais même lui a été témoin d'un événement étrange. Alors que nous étions tous à table, Thomas a regardé par la fenêtre et a vu ce qu'il a décrit comme un faisceau de lumière, frappant le pick-up de Mark garé dans l'allée. Nous sommes tous sortis pour vérifier, mais il n'y avait rien. Pourtant, Thomas était pâle et jurait avoir vu quelque chose. Pendant le repas, la mère de Mark s'est sentie mal sans raison apparente. Elle a décrit une sensation d'oppression, comme si elle ne pouvait plus respirer correctement. D'autres invités ont également mentionné se sentir bizarrement nauséeux. Nous avons dû écourter la soirée. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Mark et moi étions assis dans le salon, discutant des événements de la journée. Soudain, l'atmosphère a changé. L'air est devenu lourd, presque électrique. Rusty, qui dormait à nos pieds, s'est redressé brusquement et a commencé à grogner vers le couloir menant aux chambres. Puis nous l'avons entendu. Un bruit de pas lent, traînant, venant du couloir. Mark s'est levé, a pris la lampe torche que nous gardions près du canapé. Les coupures de courant étaient fréquentes, et s'est dirigé vers le couloir. Je l'ai suivi, terrifié, mais ne voulant pas rester seul. Le couloir était vide, mais le bruit semblait venir de notre chambre. Mark a ouvert la porte lentement. La pièce était froide, bien plus froide que le reste de la maison. Notre placard était entrouvert, alors qu'il était fermé quand nous avions quitté la chambre plus tôt. Mark a dirigé le faisceau de la lampe vers le placard. Rien d'anormal. Mais alors que nous nous apprêtions à refermer la porte, nous avons senti une odeur. Une odeur de décomposition subtile, mêlée à celle des produits chimiques de nettoyage. L'odeur que j'avais sentie le jour de notre emménagement, mais beaucoup plus forte cette fois. « Mark », ai-je murmuré, « je pense que nous ne sommes pas seuls dans cette maison. » Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « Je sais », a-t-il répondu. Nous sommes retournés au salon, Rusty sur nos talons. Nous avons discuté de ce que nous devions faire. Vendre la maison semblait être la solution évidente, mais nous venions juste de l'acheter. Nous n'avions pas les moyens de déménager à nouveau. Mark a suggéré de faire venir un prêtre ou un médium pour nettoyer la maison. Je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait, mais j'étais prête à tout essayer. Cette nuit-là, couchés dans notre lit, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Puis des pas dans le couloir, s'arrêtant devant notre porte. Mark a allumé la lampe de chevet. Nous avons attendu, le cœur battant, que quelque chose se passe. Mais il n'y a eu que le silence. Le lendemain matin, nous avons découvert que toutes les photos de famille que nous avions accrochées au mur étaient de travers. Pas juste légèrement, mais complètement inclinées, comme si quelqu'un les avait délibérément penchées. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en savoir plus sur les Millers. Je suis allé à la bibliothèque locale et j'ai cherché dans les archives des journaux. J'ai trouvé un article sur leur décès. L'article mentionnait que M.M. Miller avait été retrouvé dans le placard de la chambre principale, comme s'il essayait de se cacher. Madame Miller était dans la baignoire. Les enquêteurs supposaient qu'ils avaient ressenti les effets du monoxyde de carbone et avaient tenté de trouver de l'air frais. Ce qui m'a frappé, c'est que l'article mentionnait également que les Millers étaient connus pour être très possessifs envers leur maison. Ils avaient refusé plusieurs offres d'achat au fil des ans, malgré les problèmes financiers qu'ils rencontraient. La maison était tout ce qu'ils avaient. En rentrant, j'ai trouvé Mark dans la cuisine, l'air inquiet. Notre fils avait eu une crise de panique à la crèche, hurlant qu'il ne voulait pas rentrer à la maison parce que les gens qui dorment étaient en colère contre nous. Ce soir-là, nous avons pris une décision. Nous allions rester dans la maison, mais nous allions faire comprendre aux Millers, si tant est qu'ils étaient encore là, que nous respections leur mémoire, mais que c'était notre maison maintenant. J'ai acheté des fleurs que j'ai placées dans un vase dans le couloir. Mark a fait venir un ramoneur pour vérifier et nettoyer les conduits de la cheminée. Nous avons également fait installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans toute la maison. Puis, ensemble, nous nous sommes tenus dans le salon et avons parlé à voix haute. Nous avons expliqué que nous comprenions leur attachement à cette maison, mais que nous étions là maintenant, avec notre fils, et que nous voulions vivre en paix. Nous avons promis de prendre soin de la maison comme ils l'avaient fait. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Les incidents n'ont pas complètement cessé,
mais ils sont devenus moins fréquents, moins menaçants. Parfois, nous entendons encore des bruits inexplicables. Notre écho s'active toujours sans raison. Et Rusty continue de fixer des coins vides de la maison, comme s'il y voyait quelque chose. Nous ne sommes pas terrifiés, juste agacés. Comme si nous partagions notre maison avec des colocataires invisibles, qui nous rappellent chaque mois qu'ils sont toujours là. Je ne sais pas si cette situation va durer. Je ne sais pas si les Millers finiront par accepter notre présence ou si nous finirons par déménager. Mais pour l'instant, nous vivons dans une sorte de trêve inquiète avec les anciens propriétaires qui, apparemment, n'ont jamais vraiment quitté leur maison bien-aimée. Et parfois, quand je suis seul à la maison, je sens encore ce courant d'air froid qui me traverse. Et je sais que je ne suis pas vraiment seul. Histoire 7. Je n'ai jamais vraiment parlé de cette histoire à personne, en dehors de ma famille. Même après toutes ces années, j'ai du mal à y repenser sans que mon cœur s'emballe. Mais je pense qu'il est temps que je partage ce qui nous est arrivé cet été-là, quand j'avais 19 ans. À l'époque, je passais beaucoup de temps chez ma copine, Sarah. On sortait ensemble depuis environ 8 mois, et sa mère travaillait souvent de tard le soir jusqu'aux premières heures du matin dans un grand magasin de détail. Notre quartier était un nouveau développement résidentiel, plutôt sympa mais avec quelques problèmes de sécurité. Il y avait eu plusieurs cambriolages dans les mois précédents, ce qui rendait Sarah anxieuse quand elle restait seule. Je dormais donc régulièrement chez elle jusqu'à ce que sa mère rentre du travail, généralement entre 3 et 4 heures du matin. Ça rassurait tout le monde. Sarah n'était pas seule, sa mère était tranquille, et mes parents comprenaient la situation tant que je rentrais ensuite. Ce soir-là était comme les autres. On avait regardé quelques films, mangé des pizzas, et finalement Sarah s'était endormie sur le canapé. J'étais resté éveillé, jouant à des jeux sur mon portable en attendant que sa mère rentre. Quand j'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée vers 3h30 du matin, j'ai réveillé doucement Sarah pour lui dire que je partais. On s'est dit au revoir et j'ai pris ma veste. Le trajet jusqu'à chez moi ne prenait que 15 minutes à pied. L'air était frais pour une nuit d'été et le quartier était complètement silencieux. En arrivant devant notre maison, j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'anormal. Les stores de la salle à manger étaient grands ouverts. Ça peut sembler anodin, mais mon père était obsessionnel sur ce point. Notre maison donnait directement sur un lampadaire dont la lumière éclairait comme en plein jour la chambre de mes parents, si les stores n'étaient pas fermés. Fermer les stores de la salle à manger avant d'aller se coucher était pratiquement une règle sacrée chez nous. J'ai pensé que quelqu'un avait simplement oublié et j'ai sorti mes clés pour entrer. La maison était silencieuse, comme on pouvait s'y attendre à presque 4 heures du matin. Je me suis dirigé vers la salle à manger pour fermer ces fameux stores. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Une silhouette se tenait près de la fenêtre, immobile. Dans la semi-obscurité, éclairée seulement par la lumière du lampadaire qui filtrait à travers la fenêtre, j'ai d'abord pensé que c'était mon père. Il devait être furieux que les stores soient restés ouverts et m'attendait pour me faire la leçon. « Papa, je suis désolé, j'étais chez Sarah, je viens juste de rentrer. » Ai-je commencé à m'excuser à voix basse pour ne pas réveiller tout le monde. Mais la silhouette n'a pas répondu. Elle n'a même pas bougé. « Papa ?» ai-je répété, un peu plus fort. Toujours rien. Et c'est là que quelque chose a commencé à me sembler très étrange. La forme devant moi était trop grande pour être mon père. Plus large aux épaules, plus élancée, et surtout, elle semblait différente. Comme si elle absorbait la lumière au lieu de la refléter. Un frisson m'a parcouru l'échine quand j'ai réalisé que ce n'était pas mon père. Ce n'était personne de ma famille. Et pourtant, j'étais certain que la maison était verrouillée quand je suis entré. La silhouette a commencé à se déplacer. Pas comme quelqu'un qui marche, mais plutôt comme si elle glissait. Elle s'est dirigée vers l'interrupteur de la lumière, près de l'entrée de la salle à manger. J'ai senti une vague de terreur m'envahir. Une sensation de malaise si forte que j'avais l'impression que mon corps entier criait « danger ». Mes intestins se sont noués, ma gorge s'est serrée et j'ai été pris de vertige. Ce n'était pas une peur ordinaire,
C'était comme si chaque cellule de mon corps reconnaissait quelque chose de profondément anormal. Par réflexe, j'ai bondi vers l'autre interrupteur, celui qui se trouvait près de moi, et j'ai allumé la lumière. La salle à manger s'est illuminée. Et il n'y avait rien. Personne. J'étais seul. J'ai regardé partout, sous la table, derrière les meubles. J'ai vérifié les portes et les fenêtres. Tout était verrouillé de l'intérieur. Je suis resté debout là, à trembler, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Finalement, épuisé et confus, je suis monté me coucher, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, ma mère m'a trouvé dans la cuisine, préparant du café les yeux cernés. Elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. « Tu as une tête horrible. Qu'est-ce qui s'est passé ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hésité un moment. Ça semblait tellement absurde à la lumière du jour. J'allais passer pour un idiot ou un menteur. Mais le malaise de la nuit précédente était encore si présent que j'ai fini par lui raconter. J'ai vu quelqu'un dans la salle à manger hier soir quand je suis rentré. Une sorte de silhouette. Mais quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. J'attendais qu'elle me dise que j'avais rêvé ou que c'était mon imagination. Au lieu de ça, son visage s'est décomposé. Elle s'est assise lentement, comme si ses jambes ne la portèrent plus. « Tu l'as vu aussi ?» a-t-elle murmuré. Mon cœur a raté un battement. « Comment ça, aussi ?» Ma mère a pris une profonde inspiration. Il y a environ 2 semaines, je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai vu quelque chose. Une silhouette assise dans le fauteuil de lecture de ton père. J'ai pensé que c'était ton père qui n'arrivait pas à dormir, alors je lui ai parlé. Mais quand je me suis approché, il n'y avait plus personne. J'ai cru que j'avais rêvé. Nous sommes restés silencieux un moment, digérant cette information. C'est à ce moment que mon frère aîné, Marc, est entré dans la cuisine. Il revenait de son travail de nuit à l'usine et semblait épuisé. « De quoi vous parlez ?» a-t-il demandé en se servant une tasse de café. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, puis ce que notre mère venait de me confier. Marc a posé sa tasse, son visage devenant pâle. « Putain, je pensais être en train de devenir fou », a-t-il dit doucement. Il y a environ 1 mois, je rentrais du travail, comme aujourd'hui. Il faisait encore nuit. En montant l'escalier, j'ai heurté quelqu'un. J'ai senti que je marchais sur un pied nu. C'était froid et bizarre, comme si je marchais sur quelque chose d'encre noire. J'ai levé les yeux pour m'excuser, pensant que c'était l'un de vous. Mais il n'y avait personne. J'ai allumé toutes les lumières. J'ai vérifié toute la maison. Rien. Ma petite sœur Emma, qui avait alors 10 ans, est entrée à son tour dans la cuisine, encore en pyjama. Elle nous a regardés avec des yeux curieux, sentant la tension dans la pièce. « Pourquoi vous faites ces têtes ?» a-t-elle demandé. Ma mère a hésité, ne voulant pas l'effrayer. Mais Emma n'était pas dupe. « C'est à cause de l'homme noir ?» a-t-elle demandé innocemment. « Nous nous sommes tous figés. »« Quel homme noir, ma chérie ?» a demandé ma mère d'une voix tremblante. « Celui qui vient s'asseoir sur mon lit parfois la nuit. Il est tout noir, comme une ombre, mais quand j'allume ma lampe de poche, il disparaît. » J'ai senti un frisson glacé me parcourir tout le corps. Ma mère est devenue livide. Marc s'est assis lourdement. Mon père est entré à ce moment-là, revenant de son jogging matinal. Il a tout de suite remarqué nos expressions. « Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait que vous avez tous vu un fantôme. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, ma mère lui a tout raconté, ce que j'avais vu, ce qu'elle avait vu, les expériences de Marc et d'Emma. À mesure qu'elle parlait, je voyais le visage de mon père, habituellement si rationnel et pragmatique, se décomposer. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré, mais sa voix manquait de conviction. « Papa ?» ai-je demandé, notant son trouble. « Est-ce que tu as vu quelque chose aussi ?» Il a passé une main sur son visage, comme pour effacer ce qu'il allait dire. Il y a 3 semaines, j'étais seul au bureau pour finir un projet. Il était tard, peut-être 23 heures. J'ai vu quelqu'un passer devant la porte ouverte de mon bureau. J'ai pensé que c'était le gardien, alors je l'ai appelé. Personne n'a répondu.
Je me suis levé pour vérifier et j'ai vu une silhouette au bout du couloir. Je l'ai suivi, pensant toujours que c'était le gardien. Mais cette chose s'est dirigée vers un mur sans porte et a disparu. J'ai vérifié tout l'étage. J'étais complètement seul dans le bâtiment. Nous sommes tous restés silencieux, réalisant ce que cela signifiait. Chacun de nous avait vu la même chose, une silhouette sombre, masculine, grande, aux épaules larges, et chacun de nous avait ressenti cette même terreur, ce même malaise profond. « Est-ce qu'on devient tous fous ?» a demandé Marc. « Non », a répondu ma mère avec une fermeté qui m'a surpris. « Il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose qui n'est pas naturel. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Emma, sa petite voix trahissant sa peur. Ma mère a pris une décision immédiate. Elle a appelé le père Thomas, le prêtre de notre paroisse. Il est venu le jour même. Je me souviens de son expression quand nous lui avons tous raconté nos expériences. Il n'a pas semblé surpris ou incrédule. Il nous a écoutés attentivement, posant parfois des questions précises sur ce que nous avions ressenti en présence de cette entité. Ce que vous décrivez, a-t-il dit finalement, ressemble à ce que certains appellent une personne d'ombre. C'est un phénomène plus courant qu'on ne le pense. Ces entités semblent se nourrir de la peur et de l'énergie négative. Il a béni la maison, aspergeant chaque pièce d'eau bénite et récitant des prières. Je ne suis pas particulièrement religieux, mais ce jour-là, j'ai prié avec plus de ferveur que je ne l'avais jamais fait. Le plus étrange, c'est qu'après la bénédiction du père Thomas, nous n'avons plus jamais revu cette silhouette. Elle a disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Parfois, quand je repense à cette période, je me demande ce que c'était vraiment. Une hallucination collective, un phénomène paranormal. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est que 5 personnes différentes ont vu et ressenti la même chose. Et que cette chose nous a tous terrifiés, au plus profond de notre être. Il y a des nuits où je me réveille encore en sursaut, avec cette sensation d'être observé. Je rallume immédiatement la lumière, scrutant les coins sombres de ma chambre. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rien revu. Mais parfois, juste avant d'appuyer sur l'interrupteur, j'ai cette peur irrationnelle que cette fois, la lumière ne fera pas disparaître l'ombre, qu'elle restera là, à me regarder, et c'est cette pensée qui me glace encore le sang. Histoire 8. Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant des années, mais je pense qu'il est temps de la partager. Peut-être que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire et pourra me dire que je ne suis pas fou. C'était en 1996. J'avais 12 ans quand nous avons déménagé à Shadowvale, une petite ville rurale où tout le monde se connaissait. Je m'appelle Tyler et j'étais le plus jeune de 3 frères. Notre nouvelle maison semblait parfaite au début, spacieuse, avec un grand jardin et assez de chambres pour que je n'aie plus à partager avec mes frères. Mes parents étaient ravis du prix, bien en dessous du marché. Maintenant, je comprends pourquoi. Les problèmes ont commencé environ 2 semaines après notre installation. Au début, c'était des petites choses que j'attribuais à la fatigue du déménagement. Je me réveillais souvent en pleine nuit, assoiffé. La première fois que je suis descendu à la cuisine pour boire un verre d'eau, j'ai appuyé sur l'interrupteur, mais la lumière ne s'est pas allumée. J'ai supposé que l'ampoule était grillée et j'ai utilisé le réfrigérateur pour m'éclairer. Le lendemain matin, j'ai mentionné l'ampoule à ma mère. Elle a froncé les sourcils, a appuyé sur l'interrupteur et la lumière s'est allumée sans problème. « Tu as du mal à appuyer », a-t-elle dit en haussant les épaules. Je n'y ai plus pensé, jusqu'à la nuit suivante. Encore une fois, je me suis réveillé assoiffé vers 3 heures du matin. Cette fois, j'ai pris ma lampe de poche, me souvenant de l'incident de la veille. Mais quand je suis arrivé dans la cuisine, j'ai quand même essayé l'interrupteur par réflexe. Rien. La cuisine est restée dans l'obscurité. J'ai dirigé ma lampe vers l'ampoule. Elle semblait intacte. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos, comme si quelqu'un m'observait dans le noir. La température dans la cuisine était anormalement basse. Je pouvais voir mon souffle former de petits nuages devant moi, alors que le reste de la maison était à température normale. J'ai rapidement pris un verre d'eau
et je suis remonté dans ma chambre en courant, avec cette sensation horrible que quelque chose me suivait. À partir de ce moment, mes problèmes de sommeil ont empiré. Je me réveillais chaque nuit, parfois plusieurs fois, toujours assoiffé. Et chaque fois que j'allais dans la cuisine la nuit, la lumière refusait de fonctionner. Jamais en journée, uniquement la nuit. Et ce froid glacial qui n'existait que dans cette pièce, comme si quelque chose aspirait toute la chaleur. Un soir, environ un mois après notre arrivée, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine, alors que toute la maison dormait. Un son métallique, comme une canette qu'on pose brutalement sur le comptoir. J'étais paralysé dans mon lit, trop effrayé pour bouger. Le bruit s'est répété 3 fois. Clang, 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 puis silence. Le lendemain matin, j'ai trouvé 3 canettes de soda alignées parfaitement sur le comptoir. Elles n'étaient pas là la veille. Quand j'ai demandé à mes frères, ils ont juré n'avoir rien à voir avec ça. Mon père a suggéré que ma mère les avait sorties pour le déjeuner, mais elle a secoué la tête, visiblement mal à l'aise. C'est cette nuit-là que je l'ai vue pour la première fois. Je m'étais réveillé, comme d'habitude, pour aller boire. J'avais décidé de garder une bouteille d'eau près de mon lit, mais elle était vide. Armé de ma lampe de poche, je suis descendu à la cuisine. Le froid habituel m'a accueilli, encore plus intense que d'habitude. J'ai rempli mon verre rapidement, sans regarder autour de moi. Mais en quittant la cuisine, quelque chose m'a forcé à me retourner. Elle se tenait là, dans le coin près du réfrigérateur. Une femme, ou quelque chose qui ressemblait à une femme. Grande, maigre, avec des cheveux noirs qui semblaient flotter autour de son visage, comme s'ils étaient sous l'eau. Mais ce sont ses yeux qui m'ont glacé le sang, blancs, lumineux, sans iris ni pupille, fixés sur moi avec une intensité terrifiante. Et son sourire, un sourire beaucoup trop large pour un visage humain, révélant des dents pointues. J'ai laissé tomber mon verre qui s'est brisé sur le sol. Elle n'a pas bougé, mais j'ai entendu un cri dans ma tête, pas avec mes oreilles, dans ma tête. Un hurlement si puissant que j'ai cru que mon crâne allait exploser. J'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis caché sous mes couvertures, tremblant de terreur jusqu'au matin. Pendant le petit déjeuner, mon père a remarqué le verre brisé. « Qui a cassé un verre et n'a pas nettoyé ?» a-t-il demandé, irrité. J'étais trop effrayé pour parler de ce que j'avais vu. C'était moi, ai-je admis. Je suis descendu boire et je l'ai fait tomber. J'avais trop peur pour nettoyer. « Peur de quoi ?» a demandé mon père. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai parlé à mon frère aîné, Matt. Il avait 16 ans et n'était pas du genre à croire aux fantômes. Mais quelque chose dans mon expression l'a convaincu de m'écouter. Quand j'ai fini de lui raconter, il est resté silencieux pendant un long moment. « Je l'ai vu aussi », a-t-il finalement dit. Pas aussi clairement que toi, mais quelque chose dans la cuisine. J'ai cru que c'était mon imagination. Mon autre frère, Ryan, nous a rejoints. Il avait 14 ans et adorait se moquer de moi, mais cette fois, il était étrangement sérieux. « Vous parlez de la femme dans la cuisine ?» a-t-il demandé. « Avec les yeux blancs ?» Cette confirmation m'a donné des frissons. Ce n'était pas juste moi, elle était réelle. Les nuits suivantes, les manifestations sont devenues plus fréquentes et plus inquiétantes. Des canettes de soda claquaient sur le comptoir presque chaque nuit. Des objets changèrent de place. Le froid dans la cuisine devenait si intense qu'il formait parfois une fine couche de givre sur les surfaces. Et puis, il y a eu les animaux. Un matin, nous avons trouvé un écureuil mort sur la table de la cuisine. Il n'était pas simplement mort, il était éviscéré, comme si quelque chose l'avait ouvert et avait joué avec ses organes. Mon père a suggéré que notre chat, Milo, l'avait attrapé et ramené à l'intérieur. Mais Milo était un chat d'intérieur qui n'avait jamais chassé de sa vie. De plus, les portes et les fenêtres étaient fermées. D'autres animaux ont suivi. Un lapin, plusieurs souris, même un renard une fois. Tous dans des états horribles de mutilation qui dépassaient largement ce qu'un chat domestique pourrait faire. Mais l'incident le plus perturbant a été le corbeau.
Ce n'était pas un corbeau ordinaire. Cette chose était énorme, presque 2 fois la taille de notre chat. Nous l'avons trouvé un dimanche matin, étalé sur le comptoir de la cuisine, les ailes déployées dans une position qui semblait délibérément mise en scène. Ses yeux avaient été arrachés, et son corps était ouvert du bec jusqu'aux pattes. Mon père est resté silencieux en le voyant, pour la première fois sans explication rationnelle. J'ai commencé à faire des crises de somnambulisme. Je me réveillais souvent dans des endroits étranges, au bas des escaliers, dans le salon, et une fois, terrifiante, sur la pelouse avant, au milieu de la nuit. Ma mère m'a trouvé là-bas, à 4 heures du matin, grelottant dans mon pyjama. Elle m'a ramené à l'intérieur sans poser de questions, mais je l'ai entendu pleurer dans sa chambre après. Le lendemain, j'ai confronté ma mère pendant que mon père était au travail. « Maman, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?» Elle s'est assise lourdement à la table de la cuisine, les yeux fixés sur ses mains. « Je ne sais pas, Tyler. J'évite la cuisine la nuit. Je n'y vais jamais après le coucher du soleil. »« Tu l'as vu aussi ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête lentement. « Pas comme toi. Juste des ombres, des mouvements, et ce froid horrible. » Elle a pris une profonde respiration. Et le somnambulisme. J'en fais aussi. Ton père me trouve souvent dans le jardin au milieu de la nuit. Quand j'ai essayé d'en parler à mon père, il s'est mis en colère. Assez avec ces histoires de fantômes. Cette maison était une aubaine, et je ne vais pas la laisser être ruinée par des superstitions. Mais j'ai remarqué qu'il évitait aussi la cuisine la nuit, prenant toujours ses bières et ses collations, avant que le soleil ne se couche. Les choses ont atteint leur paroxysme environ 6 mois après notre emménagement. Je dormais à peine, terrorisé par cette présence qui semblait de plus en plus forte. Je l'entendais rire parfois, un son qui ressemblait à du verre brisé. Les cris psychiques devenaient plus fréquents, me réveillant de douleur. J'ai commencé à faire des recherches à la bibliothèque locale sur les entités surnaturelles. J'ai trouvé des livres sur les rituels de purification, les prières protectrices, l'utilisation de la sauge et du sel pour repousser les esprits malveillants. La bibliothécaire m'a regardé étrangement quand j'ai emprunté ces livres, mais elle n'a rien dit. J'ai décidé que je devais faire quelque chose. Une nuit, j'ai attendu que tout le monde soit endormi. J'avais préparé un petit sac avec de la sauge que j'avais acheté au magasin d'herbes en ville, du sel de cuisine et une copie de la prière à Saint-Michel que j'avais imprimée à la bibliothèque. Je savais que ce que j'allais faire était dangereux, mais je ne pouvais plus vivre comme ça. À minuit, je suis descendu à la cuisine. Comme prévu, l'interrupteur ne fonctionnait pas. Le froid était si intense que j'ai immédiatement commencé à trembler. J'ai allumé ma lampe de poche et l'ai posée sur le comptoir pour éclairer la pièce. Puis j'ai commencé. J'ai d'abord fait le tour de la cuisine en dispersant du sel le long des murs. Ensuite, j'ai allumé la sauge et laissé la fumée remplir l'espace. Ma main tremblait tellement que j'ai failli faire tomber le petit paquet de sauge plusieurs fois. Puis, j'ai commencé à réciter la prière à Saint-Michel, ma voix à peine audible au début, puis de plus en plus forte. C'est à ce moment que les manifestations ont commencé. Les canettes de soda ont commencé à claquer sur le comptoir, une après l'autre, de plus en plus fort. Le son du rire a rempli ma tête, ce rire terrible comme du verre brisé. La température a chuté encore plus, au point que je pouvais voir des cristaux de glace se former sur les bords de l'évier. Et puis, elle est apparue. D'abord juste une silhouette dans le coin, puis de plus en plus distincte. Ses yeux blancs brillaient comme des phares dans l'obscurité, son sourire s'étirant de manière impossible. Le cri psychique était si fort que j'ai dû m'arrêter de réciter et me tenir la tête. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis souvenu de ce que j'avais lu. Ces entités se nourrissent de la peur, et si on résiste, elles finissent par s'affaiblir. Alors j'ai continué, malgré la douleur, malgré la terreur. J'ai récité la prière encore et encore. J'ai fait brûler la sauge jusqu'à ce que mes yeux piquent à cause de la fumée. Pendant ce qui a semblé être une éternité, rien n'a changé. Elle restait là, me fixant, hurlant dans ma tête.
Mais après peut-être une heure, j'ai remarqué quelque chose. Son image semblait moins solide. Le froid, bien que toujours présent, était moins mordant. Les bruits de canettes s'étaient arrêtés. Je ne sais pas combien de temps a duré ce face-à-face. À un moment donné, épuisé, je me suis effondré sur le sol de la cuisine, toujours en murmurant la prière. Je me souviens vaguement avoir vu son image vaciller, comme une télévision mal réglée, puis disparaître. Je me suis réveillé le matin suivant, toujours sur le sol de la cuisine. Mon père se tenait au-dessus de moi, l'air inquiet. « Tyler, qu'est-ce que tu fais par terre ?» Je me suis redressé, désorienté. La cuisine était baignée de lumière matinale. Le sel était toujours visible sur le sol et l'odeur de sauge imprégnait l'air. Mais le froid avait disparu. Mon père a regardé autour de lui, confus par le sel et les restes de sauge. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai d'abord tendu la main vers l'interrupteur de la cuisine et j'ai appuyé. La lumière s'est allumée instantanément, illuminant une pièce déjà éclairée par le soleil. Elle est partie, ai-je murmuré. Cette nuit-là, pour la première fois depuis notre emménagement, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain, j'ai vérifié l'interrupteur de la cuisine pendant la nuit. Il fonctionnait parfaitement. La température était normale. Aucune canette n'a claqué sur le comptoir. Nous n'avons plus jamais trouvé d'animaux mutilés dans la cuisine. Mes crises de somnambulisme ont cessé, tout comme celles de ma mère. Mes frères ont confirmé qu'ils ne ressentaient plus de présence étrange. Nous avons vécu dans cette maison pendant encore 2 ans, avant de déménager pour le travail de mon père. Je n'ai jamais su exactement ce qu'était cette entité, ni pourquoi elle hantait notre cuisine. Parfois, je me demande si je n'ai pas tout imaginé. Mais quand je vois mes frères à Noël ou lors des réunions de famille et que notre conversation dérive vers notre temps à Shadowvale, je vois dans leurs yeux qu'ils se souviennent aussi. Nous n'en parlons jamais ouvertement, mais nous savons tous ce qui s'est passé. À ce jour, je ne peux pas entrer dans une cuisine sombre sans vérifier immédiatement l'interrupteur. Et quand les lumières s'allument, je ressens toujours un soulagement profond. Parce que quelque part, au fond de moi, je crains toujours de voir ces yeux blancs brillants me fixer depuis le coin de la pièce. Histoire 9. Je ne sais même pas par où commencer. Je tremble encore en écrivant ceci, mais j'ai besoin de le partager avec des gens qui pourraient comprendre. Personne dans mon entourage ne me croit vraiment, malgré les preuves que j'ai. Tout a commencé il y a environ 4 mois. Quand j'ai emménagé dans cet appartement au 2e étage à Staten Island avec ma copine et son fils. C'est un quartier normal, plutôt animé, rien qui ne sorte de l'ordinaire. L'appartement n'est pas vieux ou délabré comme dans les films d'horreur. C'est juste normal, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis catholique, j'ai la trentaine, et je n'ai jamais cru aux fantômes ou aux esprits avant ça. Jamais. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de rationnel. Mais comment expliquer ce qui m'arrive depuis? La première fois, j'étais simplement assis sur le canapé un soir. Ma copine était sortie avec son fils pour faire des courses. J'étais seul, en train de regarder la télé, quand j'ai entendu une voix de femme prononcer mon nom complet. Robert. Pas Rob, pas Robbie comme m'appellent de mes amis. Robert, distinctement, comme si quelqu'un se tenait juste derrière ma tête, à quelques centimètres de mon oreille. J'ai sursauté et me suis retourné d'un coup. Personne. Absolument personne. La voix était celle d'une femme, je dirais entre 25 et 30 ans. Une voix que je ne connaissais pas. Impossible de l'attribuer à quelqu'un de mon entourage. J'ai cherché partout dans l'appartement. J'ai vérifié si une fenêtre était ouverte, si quelqu'un pouvait avoir parlé depuis l'extérieur. Rien. J'ai même regardé sous le canapé, dans les placards, comme un idiot. J'étais complètement seul. Je me suis dit que j'avais imaginé ça, que j'étais fatigué. J'ai essayé d'oublier. 1 semaine et demie plus tard, ça s'est reproduit. J'étais dans la cuisine cette fois, en train de préparer le dîner. La même voix féminine, Robert.
juste à côté de moi. J'ai lâché le couteau que je tenais. Et puis, quelques secondes après, j'ai entendu ce qui ressemblait au raclement de gorge d'un vieil homme, suivi de mon prénom prononcé par une voix masculine, âgée. C'est à partir de là que les choses ont commencé à s'intensifier. Un matin, alors que je me préparais pour aller travailler, j'ai entendu un grognement provenant du salon. Pas le genre de grognement qu'un chien pourrait faire. C'était plus profond, plus inhumain. Je suis allé voir, pensant que peut-être un animal s'était introduit par une fenêtre. Rien. Le lendemain, c'était un sifflement, comme un serpent, mais plus fort, plus agressif. Et puis une respiration anormalement profonde, comme si quelqu'un souffrait d'une maladie pulmonaire grave, juste à côté de mon oreille pendant que je dormais. J'ai commencé à en parler à ma copine. Elle m'a regardé comme si j'étais fou, jusqu'au jour où elle aussi a entendu quelque chose. Ma voix l'appelant depuis la chambre, alors que j'étais au travail, elle m'a envoyé un message, paniquée. « Tu es rentré plus tôt ?» Quand je lui ai dit que non, elle a refusé de rester seule dans l'appartement ce jour-là. Une nuit, j'ai été réveillé par un son que je ne peux décrire que comme un grondement animal, mais aucun animal que je connaisse ne fait ce bruit. C'était comme si quelque chose de très grand, de très en colère, rôdait dans notre couloir. J'ai allumé toutes les lumières, vérifié toutes les pièces. Son fils dormait paisiblement. Ma copine n'avait rien entendu. Et puis, il y a eu les contacts physiques. La première fois, j'étais en train de faire la vaisselle. J'ai senti distinctement une main se poser sur mon épaule droite. J'ai cru que c'était ma copine, mais quand je me suis retourné, j'étais seul dans la cuisine. Elle était dans la chambre, au téléphone avec sa mère. La deuxième fois, c'était pire. J'étais allongé sur le lit, en train de lire, et j'ai senti quelque chose, je ne sais pas quoi, effleurer ma jambe sous la couverture. Comme si des doigts glissaient le long de mon mollet. J'ai bondi hors du lit si vite que j'ai failli me fouler la cheville. Les zones froides sont apparues ensuite. Des endroits dans l'appartement où la température chute brusquement, sans aucune explication logique. Pas de fenêtre ouverte, pas de courant d'air. Juste des poches d'air glacial au milieu d'une pièce normale. Quand je traverse ces zones, j'ai des frissons si intenses que ma peau ressemble à du papier de verre ou du braille. C'est physiquement visible, pas juste une sensation. Et les ombres, mon Dieu, les ombres. Au début, c'était subtil. Du coin de l'œil, je voyais quelque chose bouger sur le mur. Quand je tournais la tête, ça disparaissait. Puis c'est devenu plus évident, plus audacieux. Des formes sombres qui se déplaçaient d'un mur à l'autre, même en plein jour. Une fois, j'ai vu distinctement la silhouette d'une personne passer devant le rideau de douche pendant que je me brossais les dents. J'ai arraché le rideau. Personne. Ma copine a commencé à entendre des voix qui me ressemblaient. Des appels, des chuchotements, des conversations brèves. « Chérie, tu peux venir m'aider ?» Alors que j'étais sorti promener le chien. Des « je t'aime » murmurés la nuit quand je dormais déjà. Elle me secouait, me demandait si j'avais parlé. Je n'avais rien dit. Les bruits sont devenus constants. Des coups sur les murs, comme si quelqu'un frappait avec le poing. Des cognements sur les portes. Des objets qui semblent tomber avec fracas dans la pièce d'à côté, mais quand on y va, rien n'a bougé. Tout est en place. J'ai commencé à enregistrer. J'ai acheté des caméras, des enregistreurs audio. Je me disais que si je pouvais capturer ne serait-ce qu'une fraction de ce qui se passait, je pourrais prouver que je n'étais pas fou. Et ça a marché. J'ai des enregistrements. Des voix claires qui prononcent mon nom quand personne d'autre n'est là. Des ombres qui traversent le champ de la caméra. Des objets qui bougent légèrement tout seuls. Sans ces preuves, je pense que j'aurais fini par douter de ma propre santé mentale. Comment expliquer tout ça autrement? Comment expliquer que des voix que je ne connais pas m'appellent par mon nom complet? Comment expliquer qu'une main invisible me touche? L'incident le plus récent s'est produit hier matin. J'étais sous la douche, seul dans l'appartement. Ma copine avait emmené son fils à l'école et était partie directement au travail.
j'ai entendu un fredonnement. Une voix féminine, angélique, qui chantonnait doucement une mélodie que je n'avais jamais entendue. C'était beau, apaisant même, mais terriblement déplacé dans ma salle de bain vide. J'ai coupé l'eau, pensant que ça venait peut-être de l'appartement voisin. Le fredonnement a continué, plus proche, comme si quelqu'un se tenait juste de l'autre côté du rideau de douche. Je n'ai pas osé l'ouvrir cette fois. Je suis resté là, trempé, frissonnant, écoutant cette voix mélodieuse chanter pour moi. Quand finalement j'ai trouvé le courage de tirer le rideau, le fredonnement s'est arrêté net. J'étais seul, bien sûr. Ce qui me perturbe le plus dans toute cette histoire, c'est ma propre réaction. Je devrais être terrifié. Je devrais avoir fui cet appartement depuis longtemps. Mais je suis plus surpris que terrorisé. Chaque nouvelle manifestation me fait sursauter, bien sûr, mais pas au point de hurler ou de m'enfuir. C'est comme si une partie de moi s'était habituée à l'idée de partager notre espace avec ses présences. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas plus effrayé. Ma copine, elle, est beaucoup plus affectée. Elle a suggéré de déménager, mais notre bail court encore pendant 8 mois, et nous n'avons pas les moyens de le rompre. Elle dort mal, sursaute au moindre bruit. Son fils, étrangement, ne semble rien remarquer, ou s'il remarque quelque chose, il n'en parle pas. J'ai essayé de faire des recherches sur l'histoire de l'immeuble. Rien de particulier n'est ressorti. Pas de mort violente, pas d'événements tragiques. C'est un bâtiment ordinaire dans un quartier ordinaire. J'ai même contacté les anciens locataires via les réseaux sociaux. Ils ont semblé surpris par mes questions et ont affirmé n'avoir jamais rien vécu d'anormal. Alors pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi moi spécifiquement? Ces voix m'appellent par mon nom. Elles semblent me connaître. Hier soir, j'ai eu un moment de... Je ne sais pas comment le décrire.